Bonjour à tous et bienvenue sur le live Nathan consacré à la préparation aux entretiens aux écoles de commerce. Nous allons laisser quelques instants pour les derniers arrivants pour qu'ils aient le temps de se connecter avant que je vous fasse les présentations et que je vous explique comment va se dérouler cette présentation. Eh bien, nous sommes ravis donc de vous accueillir pour ce live organisé par les éditions Nathan à l'occasion de la parution de l'ouvrage Majorez vos entretiens, écrit par Olivier Jaoui. Olivier Jaoui est diplômé d'HEC, membre de jury, spécialiste de la préparation aux entretiens, fondateur de Mission Admission, et donc auteur aux éditions Nathan. Et il va profiter de cette heure que nous allons passer ensemble pour vous donner ses conseils et la façon dont vous pouvez vous préparer aux entretiens. Nous sommes accompagnés par Benjamin Autin, étudiant en école de commerce et surtout fondateur de Mister Prépa, un média pour les étudiants en classe préparatoire en école de commerce, que vous pouvez suivre sur différents réseaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook et évidemment sur le site de Mister Prépa. Benjamin, j'ai rien oublié, vous êtes très actif. Le live que nous vous proposons va se dérouler en 2 temps. D'abord, une présentation d'Olivier accompagné de Benjamin qui se fera le porte-parole de sa communauté pour poser les questions qui sont souvent ceux des étudiants d'école de commerce. Et dans un deuxième temps, vous pourrez directement poser vos questions par l'intermédiaire du chat que vous voyez apparaître sur votre écran. La conférence va commencer, mais avant cela, on va vous poser une petite question, faire un petit sondage pour savoir si vous êtes enseignant ou étudiant. Donc, le sondage va être lancé. Je vous rappelle que cette conférence, ce live va être enregistré et que vous pourrez la visionner à nouveau grâce au lien que nous vous ferons parvenir et que vous pourrez partager. Par ailleurs, nous allons vous offrir un extrait de l'ouvrage d'Olivier que vous pouvez télécharger dans l'onglet documents à distribuer. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de répondre. 87%. Beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous laisse à présent la parole. Merci. Ok, Benjamin, tu veux commencer peut-être, nous dire quelques mots pour introduire? Non, juste pour introduire, merci aux participants. Voilà, donc là, les écrits approchent. Donc, je suppose qu'il y a une majorité de peut-être étudiants de prépa ou peut-être candidats à ST également. Donc déjà, félicitations à tous pour le parcours en prépa. Comme on dit souvent sur Mister Prépa, il faut la détermination, surtout en moment de Covid. Vous pouvez mettre sur le CV que vous avez été en prépa pendant la période du Covid et ça aura encore plus de valeur. Donc voilà, cette année, il y aura bien des oraux dans les écoles. Donc jusqu'à maintenant, c'est maintenu en présentiel selon les informations qu'on a pu avoir. Dans le pire des cas, ce sera en distanciel, mais vous aurez bien des oraux. Donc, il convient de s'y préparer parce qu'il n'y a rien de plus rageant que d'être admissible dans une école et de ne pas être admis parce qu'on ne s'est pas assez préparé. Voilà, c'est pour ça qu'Olivier va beaucoup vous parler des oraux, de comment ça se passe, des jurys. Et moi, je poserai toutes les questions qu'il y a à poser sur les oraux. Et de temps en temps, si besoin, je donnerai aussi un peu mon ressenti en tant qu'étudiant qui est passé les oraux il y a très peu de temps finalement. Donc voilà, par rapport à tout ça, Olivier, je vous laisse présenter. Ok, très bien, merci Benjamin, merci Séverine. Je me présente, Olivier Jaoui, j'ai 59 ans, je suis diplômé d'HEC comme l'a dit Séverine et j'ai préparé bénévolement des élèves aux entretiens depuis que je suis entré à HEC. J'ose pas vous dire en quelle année, tellement ça fait quelques décennies et c'était un autre siècle. J'ai fait ça en fait, j'avais été très bien formé par une de mes profs et pour gagner un peu d'argent en même temps que je travaillais mes études et donc j'ai écumé pas mal de prépa parisienne. Et comme j'ai bossé toute ma vie dans l'édition scolaire universitaire, des maisons que vous connaissez, Hachette, Atier, Nathan, Bréal, Vuibert, Magnard, que des maisons donc préparant aux examens ou aux concours, des postes de direction toujours. Les auteurs des bouquins étant tous des profs de prépa, profs de fac, profs de terminale, quand ils ont su qu'un peu plus jeune, j'avais préparé des élèves, rebelote, ils m'ont demandé, à l'époque évidemment bénévolement, ils m'ont demandé d'aider leurs élèves. Donc j'ai aidé plein d'élèves comme ça. Je suis jury, j'ai été très longtemps jury à l'ESCP à Audentia, aussi bien en prépa et en AST. Alors évidemment, j'évacue la question, en aucun cas je fais passer mes propres élèves et ça
m'a donné quand même une très très bonne expérience et donc j'ai préparé beaucoup d'élèves. Et depuis 5 ans, j'ai monté une petite société, en fait c'est moi, qui s'appelle Mission Admission, hein, comme son nom l'indique, et qui permet, comme l'a dit Benjamin, de faire passer ce cap de l'admissibilité, que ce soit en prépa majoritairement, j'imagine aujourd'hui, mais également en AST, avec des élèves qui réussissent très bien, et c'est eux qu'il faut féliciter, puisque c'est eux qui passent les entretiens. Je vous montre quand même le bouquin, nouvelle édition, Majorer vos entretiens. Non, c'est pas mon petit frère avec des cheveux, c'est une photo un petit peu ancienne qui a été choisie par Nathan, où j'expose beaucoup de conseils très très concrets. Et je remercie Mister Prépa et Benjamin parce que, vous voyez le petit logo là, recommandé par Mister Prépa. Alors c'est plutôt sympa parce qu'on a une boîte comme Nathan, dans laquelle j'ai collaboré pendant très longtemps, qui a plus d'une centaine d'années, et une société assez récente créée par un ou plusieurs étudiants qui s'associent pour vous aider pour les entretiens. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler quelques points. La conférence va durer environ 1 heure, donc je vais aller un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les entretiens. Je rappelle d'abord que pour vous, l'entretien est inédit. Hein, il est totalement nouveau, c'est-à-dire que, hormis peut-être s'il y a des AST parmi nous qui ont passé des entretiens de stage, et encore, ce n'est pas les mêmes, généralement, vous n'avez peu ou pas passé d'entretien, et on ne va pas vous demander de résoudre un problème, de traduire un texte, de commenter, de résoudre un exo, de traduire. On va vous demander de parler de vous. Et donc, on ne vous demande pas de réciter, on ne vous demande pas de citer un cours, on vous demande d'être personnel, on va tester ce que les écoles appellent le savoir-être. Moi, j'aime dire plutôt l'énergie, c'est-à-dire montrer l'énergie que vous avez, ça ne veut pas dire nécessairement parler vite, parler fort, hein, c'est pas seulement ça, c'est votre potentiel. Et j'insiste toujours, et je commence toujours comme ça quand je prépare les élèves sur plusieurs points. D'abord, l'entretien n'est pas une science exacte. Et donc, on peut entendre tout et son contraire. En maths, on va dire que bon, c'est une science exacte, hein, les maths, a priori en tout cas. Mais sur l'entretien, vous allez entendre une présentation, c'est 2 minutes, 2 minutes 30, c'est ce que je pense. D'autres qui vont vous dire 5 minutes, à mon avis, c'est une erreur. Mais on peut tout entendre. Alors, moi, je vais vous donner ma manière de voir, cette manière qui fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les entretiens. Par ailleurs, pour résumer les entretiens, je précise toujours qu'en fait, un entretien consiste à parler de vous à des jurys qui ne vous connaissent pas et qui sont bienveillants. Et donc, ça ne peut que bien se passer. Il faut vraiment le prendre comme ça. Vous venez parler de vous et vos centres d'intérêt, on va voir quel thème, vous et l'école, vous et le projet pro, vous et peut-être l'actualité, mais c'est toujours vous. Il y a un sujet que vous connaissez parfaitement. Vous venez en parler à des jurys qui ne vous connaissent pas du tout. Je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher. Mais il faut, comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, se préparer. D'accord? Et on verra sur quel point préparer. Et un point important, et attention à ce que j'appelle les rumeurs, les légendes, les jeunes anciens. Là. Il y en a beaucoup qui vont vous aider. Je sais que Mister Prépa va vous aider, mais ils sont quand même encadrés, je pense, les intervenants de Mister Prépa par Benjamin et par des gens qui ont de l'expérience, parce que parfois, on a un peu tendance, et j'avoue que je l'ai peut-être fait quand je suis entré à HEC il y a tellement longtemps, on a un peu tendance à en rajouter. Et parfois à raconter des trucs ou à faire un peu peur aux candidats. Alors j'insiste, et je crois, Benjamin, je vais te laisser la parole là-dessus, tu connais très bien les écoles, hein, tu fréquentes de très près avec Planète Grande École, notamment les directions des concours et des écoles. On peut dire que les jurys ont la consigne d'être bienveillants, d'être chaleureux, de bien accueillir les candidats. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Benjamin? Ah oui, bah, le but, c'est pas du tout de piéger. En fait, il y a deux jurys. Un jury, c'est soit un professeur dans l'école ou alors un membre de l'école. Ça peut être une personne du PGE, ça peut être une personne de la communication de l'école, ça peut être un professeur. Et deuxièmement, il peut y avoir aussi des anciens de l'école, donc qui sont actuellement aujourd'hui en poste, donc ils connaissent très bien leur école, ils savent complètement quel est l'esprit de l'école. Donc en tant qu'anciens, ils vont très vite savoir si votre personnalité elle match ou non avec son ancienne école. Troisièmement, il faut le savoir, il y a aussi des journalistes en fait, de l'enseignement supérieur qui sont invités. Nous, par exemple, Mister Prépa, on est aussi invité à faire passer des oraux parce qu'on est considéré comme un média pour l'enseignement supérieur. Donc, il n'y a pas exclu que vous tombiez des fois sur des journalistes de l'étudiant, de Studioramma, de Mister Prépa, du Figaro étudiant pendant vos oraux. Donc, il y a ça. Et on voit aussi donc, des personnalités un peu comme Olivier Jaoui, voilà, qui sont vraiment de très près dans le milieu et qui sont vraiment axés sur le monde des écoles et des oraux. Donc voilà, pour bien savoir qui vous risquez d'avoir en face de vous, c'est vraiment des gens dans les écoles. D'où l'importance aussi, comme tu l'as dit Olivier, de bien connaître les écoles. Un truc tout bête, hein, quand j'étais jury à BSB il y a 2 ans, une candidate me dit BBS. Voilà, je suis content de passer moral à BBS. Bah non, c'était pas BBS, c'était BSB. BBS, c'était Brest Business School. Il y a plein de petites fautes comme ça qu'on peut faire. Donc voilà, il faut se renseigner un petit peu.
Il faut effectivement se renseigner sur les écoles. J'en parlerai très vite tout à l'heure et tu nous parleras de Planète Grande École, hein, je pense, Benjamin. Donc, effectivement, alors pour un mot sur les jurys, hein, j'en connais beaucoup parce qu'évidemment, c'est mon métier. Puis j'ai publié plein de gens qui sont jurys dans des écoles. Ils sont bienveillants, ils sont accueillants. Ça ne veut pas dire non plus bienveillant, mettre une bonne note à tout le monde. Ce serait trop facile. Et dans ces cas-là, ce serait plus un concours. Ce qu'il faut viser, et moi, vraiment, c'est l'objectif que je vous donne et que j'espère vous aider à l'atteindre avec Mister Prépa, c'est un 16 sur 20. Je peux vous dire qu'avec un 16 aux entretiens, les amis, avec un COEF 12 à l'ESCP, 9 à Lyon ou 8, je crois, au Audencia, enfin, dans toutes les écoles, fait des coefficients de folie, avec un 16 à l'entretien, normalement, vous entrez dans l'école tranquille. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Et mon credo, ma conviction, c'est que tous les élèves peuvent avoir un 16. Il n'y a pas d'élèves qui n'ont pas de choses à dire. Moi, j'insiste dans le bouquin, et d'ailleurs, ça fait partie d'un. L'extrait qu'on vous donne, c'est un vrai extrait. Je crois qu'il y a 16 ou 20 pages, avec une dizaine de pages introductives qui sont vraiment, je dirais, ma profession de foi sur les entretiens. Tous les candidats ont des choses intéressantes à dire. Moi, je vois des élèves qui me disent ah, j'ai rien à dire. En fin de compte, quand on discute un peu, on a une liste longue comme le bras parce qu'il y a plein de thèmes. Je vous en montrerai. Pardon, je les ai pas là, mais on pourra les faire passer par Benjamin, peut-être sur le site Mister Prépa. C'est des thèmes personnels. Vous avez plein de choses à raconter. Les jurys n'attendent pas de vous des trucs extravagants. Comme je le dis en plaisantant, pour les prépas en tout cas, un élève de prépa, c'est jamais qu'un élève de terminale qui a bossé comme une bête pendant 2 ans. Donc on sait bien que vous n'avez pas sauvé le monde, que vous n'avez pas un prix Nobel, que, encore que Benjamin, dans son école, il a monté une boîte, que vous n'avez pas monté une boîte avec 10 000 salariés. Et en AFP, on est un peu plus demandeur parce que vous avez plus de temps pour voyager, pour des échanges universitaires, pour des stages et pour l'activité associative. En prépa, on ne vous le demande pas. Donc croyez vraiment en vous et pensez vraiment que vous avez des choses intéressantes à dire à des gens qui d'ailleurs se réunissent pour ça. Vous ne dérangez pas les jurys, c'est ce que je dois dire des fois à des élèves. Vous ne les dérangez pas. Ils sont là pour vous, ils se réunissent pour vous. Les profs, ils viennent chercher leurs futurs élèves. Ils sont vraiment intéressés. Ils sont intéressés par leurs futurs élèves. Et puis, je rappelle quand même que du point de vue économique et puis tout court, du point de vue même philosophique, une école sans élèves, il n'y a plus d'école. Ils ont besoin d'élèves. Et les anciens élèves, où moi je suis, comme à HEC, il n'y a pas d'entretien, vous savez, il y a un triptyque, c'est pour ça que je me suis retrouvé à l'ESCP et à Audencia pour d'autres raisons, et tous les jurys que je connais, on vient pour le plaisir. On n'est pas payé quand on est jury. On vient parce que on veut aider les élèves, on veut aider les écoles. On se la pète un peu. Moi, je me la pète un peu. Je suis jury à l'ESCP, mais je n'ai pas passé d'examen, je vous l'avoue, pour l'être. Mais en même temps, on vient pour aider les gens. Donc, vraiment, partez du principe que les jurys sont super bienveillants. Et j'insiste sur un point, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais vous voulez entrer en école de commerce. Vous êtes là pour vous vendre. Le mot, il n'est pas top, vous vendre. Mais ça veut dire quoi se vendre? Montrer sa motivation, montrer que vous avez préparé, montrer que vous voulez entrer. Et j'insiste surtout avec des jurys qui sont là pour ça. Ils savent très bien que vous vous préparez. Les jurys, c'est pas comme les gens, vous savez, quand ils vous téléphonent pour vous vendre des fenêtres double vitrage, des compteurs électriques, des superbes vacances sur les téléphones fixes, hein, toutes ces pubs qui marchent pas beaucoup. Les jurys, au contraire, ils sont là, ils ont des chakras bien ouverts, ils sont là pour acheter. Donc il n'y a pas de souci, allez-y. Il y a une des questions que tu m'avais posées, je crois, Benjamin. Quelqu'un disait est-ce que c'est mal vu d'avoir trop d'ambition? Non. Il n'y a pas de candidat, ou rarement, très rarement, ça arrive très rarement, hyper arrogant, condescendant, trop sûr d'eux, c'est rarissime. Et si tu es d'accord avec moi, Benjamin, j'ai envie de dire, pendant l'entretien, c'est pas le moment d'être modeste. Il ne faut pas en faire trop, mais allez-y. Ils savent très bien, les jurys, pourquoi vous êtes là. Vous voulez une très bonne note pour intégrer leur école. Donc allez-y, vous ne choquerez personne. Et se vendre montre la préparation. Et on est même déçu quand vous ne vous vendez pas. Des fois, on dit, tiens, c'est un bon candidat, c'est une bonne candidate, mais on n'a pas senti la motivation, on n'a pas senti qu'elle avait envie. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais par contre, oui, juste pour nuancer un tout petit peu, il y a un juste milieu, bien sûr. C'est-à-dire que, et c'est évident, et c'est pour ça que ça nécessite une vraie préparation, c'est qu'il faut apprendre à parler de soi en bien, donc de ce qui est intéressant chez vous, sans que le jury se dise, lui, c'est bon quand même. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre le fait d'être ambitieux, et ça, c'est une très bonne chose, à dissocier du fait d'être orgueilleux. Parce que en fait, si vous voulez, il y a des critères de notation qui sont très précis au niveau des oraux. Et il y a un énorme point qui est important, c'est comment est-ce que le feeling est passé avec le candidat. Et un candidat qu'on trouve orgueilleux, très souvent, c'est rédhibitoire. Enfin, quand je dis orgueilleux, c'est vraiment, voilà, tu as vraiment l'impression qu'il est là, il se sent au-dessus de l'école ou autre. Et donc ça, c'est vraiment très. On est d'accord, Benjamin. On est d'accord. Il faut trouver un équilibre. J'insiste parce que des fois, j'ai des élèves qui me disent, mais on doit dire nos qualités. Oui, c'est pas orgueilleux. On est d'accord, Benjamin, que de dire, je suis travailleur, je suis créatif, je suis entreprenante, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai l'esprit de compétition, je suis rigoureuse, je suis organisée.
je suis empathique, je suis à l'écoute des autres. Vous pouvez le dire, non, si vous en dites 10 comme ça à la suite, ça passe pas. Mais dans l'entretien, si vous placez 3, 4, 5 qualités que vous prouvez par vos activités, parce que sinon ça ne sert à rien, là, vous n'apparaissez pas orgueilleux. Un exemple inverse, pour reproche de Benjamin, je me souviens d'une élève à l'ESCP, un élève à l'ESCP, allez, je vais être sexiste, c'est parfois un peu les mecs, plus que les filles, voilà, je l'ai dit, qui commence son entretien dans sa présentation en disant qu'il veut faire du conseil. Le jury s'était présenté, puisque généralement les jurys se présentent, ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Et la femme du jury qui était à côté de moi, une ancienne élève de l'ESCP, avait expliqué qu'elle faisait du conseil en RH. Clairement, elle avait un cabinet de conseil en RH, très bien. L'élève fait sa présentation et il dit qu'il veut faire du conseil. Alors, le prof de l'école lui dit, question immédiate, parce que vous allez voir que ce que vous dites déclenche des questions, évidemment, à la fin de la présentation, le responsable, le prof du jury dit, dans quel domaine est-ce que vous voulez faire du conseil? Et là, l'élève nous répond, et là, de manière condescendante, mais vraiment comme ça, du conseil en stratégie. C'est sûr. Et la jury à côté, elle lui dit, mais vous savez, on peut faire du conseil en autre chose. Je vous ai dit que je faisais du conseil en RH. Là, on est mal parti. Là, on est mal parti. Et clairement, c'est en plus, pour aller plus loin, un candidat qui connaissait rien au conseil en strat, c'est-à-dire des choses à éviter. On passe un peu du coq à l'âne. Vous ne pouvez pas parler de votre projet pro si vous ne l'avez pas préparé, si vous ne voulez pas en parler. Et toujours sur ce même élève. Alors lui, il avait tout gagné. Donc, il veut faire du conseil en stratégie. Moi, je rattrape le coup. Je me dis, bon, allez, il est mal parti, mais bon, on va l'aider un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux cabinets de conseil en stratégie? Qui est une question, mais banale de chez banale. Dès que vous dites conseil en stratégie, tout le monde pose la question. De même qu'un élève qui va dire, je veux faire du marketing, bim, qu'est-ce que c'est que le marketing? Si vous répondez le marketing, c'est la pub, il y a quand même un petit bout du marketing, c'est un peu embêtant. Et notre élève, donc, je lui demande les cabinets de conseil en stratégie, il me répond EY, Deloitte, Price, KPMG. Alors, on voit la tête de Benjamin. Benjamin va nous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi c'est pas la bonne réponse? Parce que ça, ce sont des cabinets de base d'audit, donc plutôt de la comptabilité, qui font aussi du conseil. Ils ont des petites branches conseil en stratégie, par exemple EY Parthénon, mais les cabinets de conseil, c'est vraiment, ils sont bâtis autour du conseil. Donc là, il aurait dû répondre, par exemple, McKinsey, BCG, Bain, Roland Berger, etc. Donc, Benjamin, tu as très bien réussi, tu aurais réussi ton entretien, évidemment. Et là, l'élève, c'est fini. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les jurys, vous savez, il faut le comprendre, on est tous les trois ou tous les deux l'un à côté de l'autre, on ne se concerte pas. La formation des jurys, elle n'est pas énorme en réalité. Et donc, entendez bien ce que je vous dis. Quand le candidat entend une question, les autres jurys découvrent la question au même moment. On ne s'est pas mis d'accord à l'avance sur les questions. Et donc, entendez encore mieux, on ne s'est pas mis d'accord à l'avance sur les réponses. On ne s'est pas concerté. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas vous dire, il faut être naturel. Il faut être préparé et naturel, préparé et spontané, mais sans vous dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent comme réponse? Et cet élève-là, donc je reviens, quand il nous sort les 4 cabinets qui ne sont pas des cabinets de conseil en strat, et on attendait exactement au moins 2 ou 3 des 4 qu'a cité Benjamin, sans se concerter, on est passé à autre chose. Plus aucun jury n'a interrogé l'élève sur son projet pro. Mais c'est pas normal. Je veux dire, l'élève, il ne peut pas avoir 16. Quand on débrief, il y en a un qui dit, alors, les cabinets de conseil en strat, on ne les met pas 16. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pour continuer sur les parties de l'entretien, donc les notes sont extrêmement importantes et il existe, j'insiste beaucoup là-dessus, et elles sont dans l'extrait qu'on va vous envoyer, des parties, j'appelle attendues de l'entretien et des parties inattendues. Il faut toutes les préparer, et parce que les entretiens ne sont pas prévisibles, Benjamin l'a bien dit, ça dépend des gens, ça dépend des jurys, ça dépend des écoles, ça dépend de l'humeur. Moi, je répète que le même jury avec le même élève, un vendredi après-midi quand il fait beau, l'entretien ne sera pas le même que le lundi matin s'il pleut. Il y aura des différences. Mais le candidat, il est toujours là, lui. Lui, il est préparé, donc vous en foutez. Qu'il y ait 2 ou 3 jurys, que quelles que soient les modalités, et on a vu avec Benjamin et Nathan qu'on refera sans doute un live plus tard après les écrits où on rentrera dans le détail des modalités de chaque école, parce que si on prend chaque école, chacune a ses modalités spécifiques et il faut s'y préparer. Il y a des thèmes à préparer. Premièrement, la présentation. Vous êtes sûr? Quasi certainement qu'on va vous demander présentez-vous ou éventuellement pourquoi êtes-vous là ou pourquoi vous. Mais en gros, 80%, on est d'accord, Benjamin, c'est présentez-vous. Donc ça se prépare. Sauf des écoles comme Lyon où il y a 4 questions auxquelles il faut répondre, mais je laisse de côté les exceptions. Ensuite, on va vous faire parler de ce que j'appelle moi les thèmes personnels, vos activités extrascolaires, vos centres d'intérêt, vos activités personnelles, peut-être votre parcours académique s'il est un peu particulier. Vous avez étudié à l'étranger, vous avez fait une section européenne.
c'est ce que j'appelle les thèmes personnels et j'insiste tout de suite là-dessus. Si vous les avez arrêtés en prépa, c'est pas grave, tout le monde le sait, c'est pas la peine de le répéter 4 fois. J'ai arrêté le tennis, j'ai arrêté le rugby, j'étais délégué en terminale, je regardais les documentaires, je visitais les musées. On sait que vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus beaucoup le temps de le faire. Donc, vos thèmes personnels, on va le détailler tout à l'heure si on a le temps, ce qu'on appelle le storytelling. Il faut raconter des histoires. Il faut être concret pour marquer les jurys et les intéresser. Et là, vous pouvez placer vos qualités parce que vous avez raconté des choses. Deuxième point, c'est le projet pro ou l'intérêt. Moi, j'aime bien parler d'intérêt personnel, les écoles parlent de projet pro. D'accord? Mais il faut préparer, il y a tout un débat là-dessus, toutes les écoles elles discutent, il y a plein d'écrits. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas un projet pro? Benjamin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je recommande quand même, après 2 ans ou 3 ans de prépa, et évidemment en AST où ce n'est pas discutable, d'arriver avec un projet ou au moins un intérêt professionnel. On détaillera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin, sur le projet pro? Ouais, pour les prépas, que vous n'ayez pas de projet très précis, concret en tête, ça se comprendra. En revanche, faites au moins l'effort que ne vous aimez pas de base. Après, je pense que la bonne réponse à cette question, c'est peut-être de dire, bah, écoutez, j'ai pas forcément de métier concret et précis en tête, parce que je sais très bien qu'une carrière, ça se joue aussi aux rencontres. Et quand je vais intégrer votre école, eh ben, je vais prendre un cursus, je vais faire des rencontres qui vont déclencher en moi bah, des nouveaux intérêts. Donc oui, si vous n'avez pas de projets très précis, puisque moi j'en connais qui sont en prépa, attention, hein, depuis la première année, ils savent exactement qu'ils veulent faire de la finance, parce qu'ils sont passionnés de finance depuis tout petit. Par contre, quand tu leur demandes quelle banque d'affaires les intéresse, les actualités, ils sont au taquet, ils sont très bons. Les gens sont passionnés. Si vous n'êtes pas forcément passionné, que vous n'avez pas forcément de domaine de prédilection, faites au moins le minimum de vous renseigner bah, sur qu'est-ce que c'est l'audit, qu'est-ce que c'est la finance, qu'est-ce que c'est le marketing, qu'est-ce que c'est la compta, le conseil. Et en fait, vous sélectionnez un ou deux domaines qui vous semblent plutôt intéressants et vous allez dire, bah, écoutez, moi j'ai déjà un intérêt pour tel et tel domaine. En revanche, je suis ouvert à tout. Et en école, je verrai. Il ne faut pas arriver et Exactement. pas quoi Il faire. faut montrer de l'intérêt. Benjamin, tu as repris, enfin, on utilise le même terme, montrer quand même de l'intérêt. Vous ne pouvez pas, après 2 ans ou 3 ans de prépa, dire je ne sais pas du tout. Vous pouvez dire je ne sais pas encore, j'hésite, votre école me permettra de. On parlera de l'école tout de suite après. Mais l'intérêt, montrer quand même qu'au moins l'économie vous intéresse, le business vous intéresse. Donc peut-être, vous pouvez dire intuitivement, je serais peut-être plutôt du côté du marketing, du développement produit, peut-être du côté de la communication, ou peut-être les ressources humaines m'intéressent beaucoup. Ou peut-être, oui, les activités de finance. Alors évidemment, il y a la finance de marché, il y a la direction financière, c'est pas la même chose. Mais à partir du moment, retenez bien, à partir du moment où vous citez vous-même quelque chose, vous devez en avoir connaissance. Vous devez avoir préparé et savoir ce que vous dites. En gros, si je voulais être très binaire, il y a 2 sujets dans un entretien, 2 types de sujets. Il y a celui que vous amenez vous, sur lequel le jury sera, pour vous aider, va vous interroger. Vous dites que vous connaissez la finance, comme le dit Benjamin, qu'est-ce que vous connaissez, les banques d'affaires, les métiers, qu'est-ce que c'est que la finance, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce que vous pensez du bitcoin, et des choses comme ça. OK? Et le jury trouvera normal, il ne cherche pas du tout à vous piéger, il cherche au contraire à vous mettre en valeur en vous permettant de parler des sujets que vous avez vous-même apportés. Et si par contre, comme notre gars tout à l'heure avec KPMG et les cabinets, c'est que si vous ne connaissez pas, il faut mieux ne rien dire. Je sais qu'il y a des prépas, je comprends, on dit aux élèves, mettez en place, annoncez le projet pro dans la présentation. Oui, à condition que vous sachiez en parler. Sinon, il ne faut pas le faire. Et vous devez savoir en parler, montrer de l'intérêt, ne serait-ce que être capable de répondre à des questions du type, est-ce que vous avez vu une publicité, un type de produit, une marque, une innovation, une start-up, quelque chose qui vous a intéressé, dont vous dites, oh, j'aurais bien aimé en être, ou c'est bien ce qu'ils ont fait, ça m'intéresse. Montrer quand même de l'intérêt au minimum pour l'économie, pour l'activité économique. Il ne faut pas inventer un projet pro. Moi, je ne le fais jamais. Des fois, j'ai des parents qui m'appellent ou des élèves, est-ce que vous pouvez me trouver un projet pro? Je dis non. Mais quand on discute un peu, l'élève nous dit, ou en discutant, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Très bien. Il faut montrer son intérêt, ou les nanotechnologies, ou le bitcoin, ou le marketing digital. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera votre métier, mais ce truc vous intéresse, et donc vous êtes un peu intéressé. Vous savez, c'est facile, hein, marketing digital, vous faites comme je demande à tous les élèves, hein, vous tapez tendance marketing digital sur Google, problématique marketing digital et écologie, machin, et vous trouvez plein de choses, plein d'articles, il y a plein d'éléments qui vous permettent de montrer que sur le projet pro, vous l'avez déjà suffisamment, enfin, en tout cas sérieusement préparé, ce qui montre de la motivation et du respect pour le jury. Et vous pouvez aussi partir, par exemple, et ça passe très bien, notamment en prépa, de vos centres d'intérêt personnel. J'ai préparé beaucoup de sportifs, mais en préparant sérieusement, qui, par exemple, se sont lancés sur des thèmes du marketing sportif, de l'économie du sport, et qui étaient capables d'en parler. En ces cas-là, il faut parler des droits télé, il faut parler de tas de choses comme ça. Ou des gens qui font du théâtre ou un peu de cinéma, qui, du coup, s'intéressent au métier de l'audiovisuel. Ou
Développement durable, beaucoup d'élèves dans votre génération, c'est quelque chose d'incroyable de voir, et c'est très positif, hein, de voir à quel point c'est devenu un fait marquant et fréquent, mais pour autant original, s'il est bien préparé, de dire je m'intéresse au développement durable, allez voir ce qu'on appelle les green tech, ou peut-être au contraire les grandes entreprises, à partir d'un centre d'intérêt, vous pouvez tout à fait bâtir, parce que ça vous intéresse, un projet pro sincère. Ça vous intéresse. Après, on est d'accord, Benjamin, enfin, tu dois connaître pas mal d'anciens élèves. On sait bien que dans beaucoup de cas, hein, les élèves annoncent des projets pro à l'entretien et la réalité fait qu'ils font autre chose. Mais au moment de l'entretien, il faut être sincère. C'est pas j'invente un projet pro ou pire, j'ai vu circuler des fois sur Facebook des élèves qui vendent des projets pro. C'est dément. Il faut surtout pas faire ça. Ok, donc de quoi vous avez laissé? Vas-y, Benjamin. Je vais dire, parce que je sais que les euros vont approcher. Et moi, je me rappelle qu'en tout cas, quand je passais les euros, il n'y avait pas trop de découverte de métiers, etc. Donc, nous, on avait lancé un site qui s'appelle Planète Grandes Écoles. Et l'idée, en fait, c'est qu'on fait beaucoup, beaucoup d'interviews de plein de diplômés différents dans tous les secteurs possibles et imaginables. Donc, on vous mettra vraiment dans les stories, dans les liens, etc. Plein d'interviews qu'on a faites. Ça permettra peut-être au jour où vous passerez un oral, de dire, bah voilà, moi, j'ai vu tel parcours de telle personne qui fait, je sais pas, par exemple, du conseil en management dans tel cabinet. Ça me plaît. Et pour nous, l'idée, ça va être bon, bien sûr, Olivier, il a parlé de toute la partie apprendre à se connaître soi-même, mais c'est vrai que là-dedans, il faut aussi connaître les entreprises et les secteurs d'activité. Et si vous n'êtes pas très inspiré, j'espère en tout cas que tous ces articles et toutes ces interviews qu'on aura faites, elles pourront vous aider à y voir un peu plus clair sur le monde pro, parce qu'en prépa, c'est très flou et c'est logique. Donc voilà, Oui, et vous connaissez pas, c'est normal, hein, en prépa, certains, vous savez, moi je fais ma petite statistique, j'estime qu'en prépa, il y a peut-être 25 à 30% des élèves, pas plus, qui ont travaillé pendant 2 semaines ou 3 semaines dans une entreprise. Hein, donc c'est quand même plutôt rare. Il ne faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas une expérience professionnelle. C'est pas un requis. En AST, c'est de plus ennuyeux, à mon avis, de ne pas avoir une expérience professionnelle. Par contre, en prépa, c'est tout à fait acceptable. Hein, pas de souci avec ça. Et effectivement, vous pouvez regarder sur Planète Grande École les interviews, interrogez vous-même autour de vous. Moi, je dirais, vos parents, certainement, pour les élèves, ils s'intéressent à vous. En ce moment, ça devient un peu chaud, ils sont un peu tendus, vous passez les écrits bientôt. Faites-les bosser un peu, les parents. Demandez-leur, faites bosser le réseau. Moi, je vois plein d'élèves avec qui je discute et qui finissent par trouver des contacts dans des boîtes. Il y en a un, sa mère est dentiste, il se trouve que dans ses clients, elle a une directrice marketing de chez L'Oréal, qui s'intéresse au marketing, hop, tout va bien. Donc, demandez. Hein, j'ai des élèves en province, je me souviens d'une élève que j'ai préparée qui était à Toulouse. Ses parents avaient un café à côté de la place du Puy. De mémoire, il y a un orchestre là-bas. En écoutant les clients discuter avant et après les spectacles, ils ont entendu parler de sujets qui intéressaient leur fille, ils ont branché les gens et ils se sont appelés. Et ça permet de dire à l'entretien, j'ai lu une interview, j'ai lu un article, j'ai discuté avec une responsable, un directeur qui m'a dit que. Et ça marque des points. Vous voyez, c'est ça, se vendre. On est d'accord, hein, c'est pas du tout être arrogant ou orgueilleux, c'est montrer qu'on a préparé. Et à chaque fois qu'on prend la parole, c'est marquer des points. Alors, sur les thèmes, donc vous voyez, on a évoqué le projet pro, ce que j'appelle les thèmes personnels, c'est-à-dire vos centres d'intérêt, vos activités extrascolaires, il faut bien les préparer avec du storytelling. Alors, moi j'ai une petite méthode, elle est décrite, hein, je crois, dans l'extrait, ou si elle ne l'est pas, elle est facile à trouver, parce que j'ai des articles sur Facebook et autres, vous pouvez la trouver facilement. C'est une méthode toute bête. Pour chaque thème, vous savez, une méthode Carrel, un acronyme comme un autre, hein, il y en a d'autres qui circulent. Hein. Carrel, posez le contexte, expliquez très bien de quoi il s'agit. Par exemple, j'ai des élèves qui commencent à me parler de leur équipe et de leur match, mais qui ne me disent pas quel sport ils pratiquent. Donc le jury ne peut pas visualiser. Ou pendant mon stage, on ne sait pas de quoi on parle. Donc très simple, une petite phrase de contexte. Ensuite, des actions, le A, des actions, des anecdotes, racontez des histoires, soyez concret. Il faut que le jury se rappelle de vous. Vous savez, dans les écoles où je suis jury, mais je sais que c'est le cas dans beaucoup d'écoles, hein, on demande au jury de noter les élèves après 4 élèves. On fait passer 4 élèves et on s'arrête. Pourquoi? Comme les jurys ne se connaissent pas et comme on n'a jamais évaluer d'élèves ensemble, on veut s'assurer qu'on ne met pas une note trop haute ou trop basse dès le premier candidat. D'accord? Et souvent, donc, il s'est passé moins de 2 heures en entretien, en gros, à part les secs, on est d'accord, Benjamin, c'est 20 minutes. Entre deux candidats, on va aller faire un petit pipi. S'il y a un questionnaire comme à l'ESCP, on va regarder le questionnaire. On va vérifier qu'au bureau, on a bien reçu le mail qu'on attendait. C'est moins de 2 heures, 4 candidats. Et très fréquemment, même presque à chaque fois, il se passe la chose suivante. On a pris des notes, on a passé 20 minutes avec un candidat ou une candidate. On a nos notes, on a la liste des candidats. Et il y a un jury qui dit c'était lequel déjà, Pierre? On ne s'en rappelle pas. C'est incroyable, hein, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure, c'est très fréquent. Ça fait marrer Benjamin, je suis sûr qu'il va nous raconter des trucs là-dessus. Or, il faut marquer le jury. Il faut qu'on se rappelle en disant ah, c'est celui qui, c'est celle qui nous a raconté que. Par exemple, moi je m'amuse, après je te donne la parole, je m'amuse, c'est sérieux, je demande à mes élèves de réfléchir à cette phrase. Comment tu finirais la phrase je veux dire, par exemple, tiens, je vais te la dire, Benjamin. Benjamin, comment tu finirais la phrase Benjamin, c'est celui qui.
comment est-ce que je finirai la phrase? Ouais, je suis pas sympa, on l'a pas préparé du tout, hein. Mais qu'est-ce que tu dirais voilà, comment tu résumerais pour que le jury se rappelle de ça? Ok. C'est celui qui avait un nœud papillon bleu. Voilà, par exemple, ou celui qui est très entreprenant et qui a monté une boîte maintenant dans son école. Vous voyez, il faut prévoir, raconter des histoires. Ah oui, c'est celle qui nous a raconté qu'avec ses scouts, elle s'est retrouvée dans un fossé à prendre la pluie. Ah, c'est la fille qui s'est retrouvée toute seule devant 200 personnes et le micro qui marchait pas. C'est la fille qui a réussi à convaincre toute sa classe qui était totalement contre l'écologie à se mettre à SodaStream, moi je ne sais pas. C'est ça qu'on retient. C'est pas que vous êtes un bon élève de prépa, vous l'êtes tous. Dès que vous êtes admissible, vous êtes considéré, vous êtes des bons élèves. On va retenir des éléments concrets, donc raconter des histoires. Et je vous l'ai dit, de ces anecdotes, tirez-en des conclusions sur vos qualités, ce qu'on appelle les résultats, les qualités et les valeurs. On va mélanger les deux, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous pouvez les mélanger. Et moi, je vous recommande, prenez vos thèmes personnels. Par exemple, faites du sport, faites de la musique, éco-délégué, vous avez fait du babysitting, vous avez été serveur, vous avez été serveuse. Qu'est-ce que vous avez fait? Rappelez-vous les anecdotes. Rappelez-vous des choses concrètes. Et en face, là, les qualités, elles tombent. Parce que ce n'est pas 3 qualités qu'il faut réfléchir, c'est 10 ou 15. Vous ne pourrez pas les citer toutes, mais au moins, vous en aurez beaucoup. D'accord? Et quand vous pouvez, le lien avec le projet pro, c'est assez difficile à faire, il ne faut pas exagérer. Il y a des élèves qui essayent de nous faire croire que parce qu'ils font du violoncelle depuis l'âge de 4 ans, ils doivent faire de la finance. Le lien est un peu ténu pour les jurys, ça nous fait un peu sourire. Et le lien, et je vais laisser peut-être Benjamin nous parler de Planète Grande École, le lien avec l'école, qui est beaucoup plus facile à faire, notamment via les associations. Pour ne pas oublier de parler d'une école, parce que ça arrive en entretien, pour ne pas oublier de parler d'une école. Vous pouvez tout à fait déjà vous dire, tiens, quand je parle de mon centre d'intérêt, je vais voir dans chaque école quel asto correspond, et au moins, à ce moment-là, j'aurais fait un lien avec l'école. Tu peux peut-être nous dire un mot de Planète Grande École, parce que connaître les écoles, c'est l'autre point, se présenter, parler de soi, le projet pro, et bien entendu, préparer à fond chacune des écoles. Vous avez encore le temps, hein, ne le faites pas tout de suite, mais à partir des retours des écrits, il faut vous dire. Benjamin, les écoles, Planète Grande École. Bah, peut-être juste en 2 secondes avant le planning grandes écoles, nous on dit qu'un excellent candidat, donc celui vraiment qui va avoir 16, 17, 18, même 20, c'est celui ou celle avec lequel vous auriez aimé aller prendre un café derrière. C'est-à-dire qu'en fait l'entretien il est terminé et en tant que jury, bah, tu te dis, déjà, et en fait tu as envie limite de le revoir pour en savoir plus, qu'en fait ce candidat t'a apporté à toi aussi. Moi ça m'est arrivé une fois, il y a vraiment une candidate, elle m'a bluffé, et voilà, on s'est dit, on la veut quoi, on la veut. On va essayer de donner envie au jury de vous revoir et d'aller prendre un café avec vous, Ouais. peut-être. Voilà. Et en fait, on passe un bon moment avec le candidat. Et je rebondis, Benjamin, sur ce que tu dis. L'entretien, c'est pas un interrogatoire, c'est un entretien, c'est une discussion. Vous l'avez peut-être simulé en prépa et vous le verrez dans vos vrais entretiens. C'est vraiment une discussion agréable qui peut être vraiment un bon moment pour tout le monde. C'est pas un interrogatoire, c'est pas non plus une partie de ping-pong. Il y a des élèves qui prennent ça comme ça, je les vois. Hein, ouais, allez, vas-y, envoie-moi ta question. Bim, t'as vu comme j'ai répondu, envoie-moi la suivante. Bam, allez, viens, t'as vu comme je suis fort, t'as vu comme je suis forte. C'est pas du tout ça. Et moi, on le sent pendant l'entretien, on a un bon moment, on se dit, ouais, on sent bien avec ce candidat. On passe un bon moment avec cette candidate. Et en plus, ce qui est incroyable, vraiment incroyable, c'est que les 3 jurys ou les 2 jurys ont la même sensation. Benjamin, tu as dû le vivre. Il y a très rarement des débats sur la note des élèves. On a rarement 2 points d'écart. On peut avoir 2 points d'écart, mais jamais, de manière rarissime. Moi, j'ai voulu mettre un 16 et quelqu'un m'a dit, moi, je suis des 8. C'est rarissime. Donc cet effet, c'est aussi ce que j'appelle alors la première impression, le début de l'entretien, la tonicité, le sourire. Vous savez, quand on est jury, on découvre des nouveaux candidats. On a envie évidemment, évidemment, de passer un bon moment avec un bon candidat ou une bonne candidate. On ne se dit pas, espérons qu'on va perdre du temps avec un candidat qui n'est pas bon ou une candidate qu'on ne va pas retenir dans l'école. Et le début, le sourire, le regard droit, c'est fondamental cette première impression. La connaissance des écoles, c'est majeur. Ne croyez pas, et Benjamin, je vais te laisser nous parler de ce que vous faites pour la connaissance des écoles. Ne croyez pas que parce que vous êtes admissible à l'ESCP ou à l'ESSEC, je ça je sais de côté puisqu'il n'y a pas d'entretien, ne croyez pas, ou à Lyon, ou à l'EDEC, ou à Audencia, ou à Grenoble, à qui vous voulez, Néomas, Cage et autres, ne croyez pas que parce que vous êtes admissible, votre motivation est avérée. Il faut prouver au jury. Un exemple, et je te donne la parole, Benjamin, à l'ESCP il y a 2-3 ans, très bon candidat, je crois que c'était en AST. Projet entrepreneuriat, vraiment, il avait des idées, super candidat. Et la membre du jury à côté de moi lui demande alors, il s'appelle comment notre incubateur? Ben, il ne savait pas. Or, de mémoire, il a peut-être changé, mais de mémoire, il s'appelle Blue Factory. En tout cas, c'était le cas il y a 2 ans. Et il a un nom précis. OK, il se serait appelé incubateur SCP, on aurait pu comprendre qu'il ne s'en souvienne pas. Mais il s'appelle Blue Factory. En tout cas, il a peut-être changé, mais il y a 2 ans, c'est Blue Factory. Et c'était impardonnable. Parce que quand on a débriefé, la prof a dit, et j'étais d'accord, elle a dit, bon, mais c'est bien, il est intéressant, mais quand même, il aurait pu aller voir notre site. Alors qu'il aurait tapé ESCP entrepreneuriat,
comme vous devez taper le nom de chaque école et votre idée de projet pro, vous trouvez plein d'idées. Et je suis sûr que sur Planète Grande École, il aurait trouvé plein d'infos. Je ne me trompe pas, Benjamin. Oui, non, mais du coup, effectivement, l'idée, c'est vraiment, bah, et comme il y aura vos prédécesseurs, c'est pas pareil, il n'y avait pas de gros, du coup, ils n'avaient pas ce problème-là. Vous devez, maintenant que vous êtes en deuxième année, vraiment commencer à connaître les écoles. Et effectivement, donc sachez que dans les critères de notation des jurys, il y a effectivement un très gros critère je crois que c'est un quart, hein, c'est jusqu'à un quart de notation, qui va concerner la connaissance de l'école. Donc effectivement, bah, ça passe par faire un lien avec vous, votre projet et l'école. Un truc tout bête, l'actualité de l'école. Donc nous sur Mister Prépa, donc très régulièrement et sur plein de grandes écoles aussi, c'est les deux sites qu'on gère. On vous partage très souvent les plans stratégiques des écoles. Un plan stratégique, c'est quoi? Ça veut dire là, on est en 2021. Et bah, c'est de 2021 à 2025, quels sont les projets de l'école. Ça, c'est un truc tout bête que peu d'étudiants vont regarder, mais vous placez ça en oral. Enfin, c'est bingo, parce que du coup, l'école, elle s'est dit, waouh, non seulement il connaît un peu les fondamentaux de l'école, mais en plus, il a été consulté le plan strat de l'école, voilà, qui est vu par un candidat sur 10 peut-être, c'est très très peu. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de savoir bah, qu'est-ce qui fait l'ADN de l'école. En gros, toutes les écoles font de tout. Faut savoir, c'est ultra généraliste, mais chaque école a un petit peu une touche particulière, vraiment quelque chose qu'elle fait un peu mieux que les autres, ou alors qu'elle fait depuis un peu plus longtemps. Donc voilà, ça peut être la finance avec le Mion et l'EDEC avec la finance de marché. Ça peut être l'entrepreneuriat, par exemple Neoma, MTBS, Mion, c'est des écoles très axées entrepreneuriat. C'est conseil en strat, bah, ça va être par exemple les parisiennes aussi. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller puiser et d'aller consulter à partir du mois de mi-mai, juin, de vraiment bien regarder en profondeur ce que font les écoles pour lier ça avec vos projets pro. Donc, nous, on vous proposera plein de lives avec les écoles, plein d'articles, de vidéos. Donc, là, c'est le moment, entre guillemets, de perdre du temps là-dessus parce que vous aurez Oui. que ça à faire. Oui, pas maintenant, mais c'est fondamental parce que même si, regardez dans le bouquin, mais en cherchant, vous le trouvez, mais moi j'ai fait ce travail, que veut dire schéma, que veut dire catch, que veut dire néoma, ça a ça a du sens pour les écoles. Et j'insiste, Benjamin, sur ce que tu dis, parce que c'est tout à fait intéressant sur les plans stratégiques. Je prépare pas mal d'élèves et des fois, il y en a certains qui me disent, non, mais c'est du bullshit tout ça. Ouais, mais bon, ils font tous pareil. Ils écrivent des trucs. Mais si vous saviez, moi j'ai été directeur de maison d'édition, j'ai travaillé dans des grandes maisons d'édition. Le temps qu'on passe, mais c'est pareil pour les écoles, à rédiger nos valeurs, nos missions, nos points forts, nos chartes, nos plans stratégiques. Tout le monde travaille, tout le monde s'y met. C'est super sérieux. Donc prenez-le au sérieux. Et tout à l'heure, je disais encore se vendre, c'est ça, c'est montrer qu'on a travaillé, montrer votre intérêt pour l'école. Et là, ça n'a rien Bah là, d'arrogant, ça n'a rien d'orgueilleux. Servez-vous de ce que vous pouvez trouver sur les écoles. j'ai un exemple tout bête, là, parmi les auditeurs, qui d'entre vous savent que Grenoble École de Management, ils viennent de passer sous statut de société à mission. C'est-à-dire qu'en fait, depuis très longtemps, les écoles de commerce, elles ont le statut d'association. Autrement dit, tout l'argent qu'elles font, on doit le réinvestir dans l'école, etc., pour l'améliorer. Là, Grenoble, elle vient de changer son statut, c'est plus une EESC, maintenant c'est une société à mission. Ça veut dire que vraiment, elle est gouvernée maintenant par des objectifs qui touchent à la RSE, à l'impact sociétal. Alors que l'immense majorité des écoles, c'est pas le cas encore, c'est la première grande école à avoir adopté ce statut-là. L'immense va venir après aussi. Donc, vous voyez, donc, un truc tout bête, voilà, savoir un petit peu concrètement les sociétés à mission, c'est quoi. Si vous placez le terme société à mission dans un entretien à Grenoble École de Management, par exemple, bah, ça montre que vous avez su l'actualité. Il y a plein d'exemples comme ça, voilà, et puis Et Olivier. ça montre votre intérêt. Ça montre votre intérêt pour l'école. Et comme l'a dit Benjamin, c'est un critère de notation très fort. Ne croyez pas que parce que vous êtes devant le jury, le jury est certain que vous êtes motivé par l'école. En plus, ils ne connaissent pas vos classements, ils ne connaissent rien. Donc, si vous allez, prenons l'exemple de Grenoble, sans trop parler de Grenoble, ils vont se dire oui, ben, elle ou lui, en réalité, il n'a pas tellement préparé parce que peut-être qu'il ou elle est admissible à HEC, SEC, ESCP, qui ne viendra pas chez nous. Pas de bol, c'est votre meilleure école. Et au lieu de ça, vous prenez une mauvaise note parce qu'ils ont le sentiment que vous n'êtes pas motivé. Ils ont horreur des listes d'attente. Ils ont horreur de ça dans les écoles. Et donc, montrez pour chaque école que vous êtes motivé. Et un conseil, dans vos prépas, c'est souvent le cas, mais pas toujours, essayez de demander à vos profs, ou en tout cas quand vous simulez un entretien, les fameuses messes du samedi matin ou du samedi après-midi, simulez toujours une école. Demandez, même si le jury vous dit, mais nous, on ne la connaît pas, on s'en fout. Vous parlez de l'école, parce que je m'aperçois que, et les prépas font un très gros boulot, hein, évidemment, un boulot énorme, que parfois, à force de dire aux élèves, ben non, mais on verra plus tard les écoles, moi je vois beaucoup d'élèves de prépa qui en fait finissent par ne plus parler de l'école. Et ça, évidemment, ça ne peut pas passer, mais ça arrive très fréquemment. Moi, je le fais avec mes élèves, hein, je leur dis, tiens, je te préviens, je ne vais pas te poser de questions sur l'école. Là, ta première simulation, je ne te pose pas de questions sur l'école. Je te parie que tu m'en parleras dans ta présentation, sans doute dans ta conclusion.
mais que pendant tout l'entretien, tu vas oublier de parler d'école parce que je ne vais pas t'interroger là-dessus. Et ça arrive, mais vous savez quoi, 8 fois sur 10, c'est une stat que je tiens depuis 10 ans. À force de… Donc, parler de l'école, n'attendez pas la question pourquoi notre école. Bien sûr, c'est une question classique, mais elle n'a pas toujours lieu. Et Benjamin disait tout à l'heure, espérons que non, peut-être que les oraux auront lieu à distance. Donc là, j'ai écrit d'ailleurs, j'ai fait un petit chapitre sur les oraux à distance dans Majorer vos entretiens dans le bouquin. Là, attention, parce que quand vous n'êtes pas dans l'école, vous êtes chez vous tranquille dans votre salon ou dans votre chambre, vous n'êtes pas dans le… Quand vous êtes allé dans l'école, vous avez vu les admisseurs, les écoles font des efforts colossaux, vous avez même suivi les e-admisseurs de Mister Prépa, qui est un truc à vous, vous êtes bien chaud, vous êtes dans l'école, dans les locaux, vous avez visité, on vous a fait tout ce qu'il faut pour vous motiver. Bon, ne pas parler de l'école, franchement, il faut avoir envie. Mais chez vous, le risque est plus grand. Donc faites attention, parlez de l'école spontanément. Et une fois que vous avez préparé, vas-y, Benjamin. En plus, tu le reconfirmeras peut-être, mais c'est vrai que aussi sur le long terme, quand tu vas candidater dans une entreprise, en fait, l'entreprise attend aussi que tu parles d'elle. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, tu parlais des cabinets de conseil, admettons, demain, je candidate chez EY, par exemple, et ils vont me dire, OK, il y a plein de cabinets de conseil qui existent, de la même manière qu'il y a plein d'écoles qui existent. Pourquoi mon cabinet? Et donc, en fait, c'est tout à fait la même chose. Moi, je prépare des élèves, souvent beaucoup d'anciens élèves me recontactent pour me demander si je peux les aider à trouver un stage ou même un premier emploi. Et on est dans la même chose. Montrer de l'intérêt pour l'école et plus tard, montrer pour vos stages, montrer de l'intérêt pour l'entreprise. De même que vos lettres de motivation, vos candidatures, moi j'en traite beaucoup, je travaille beaucoup là-dessus, elles doivent être hyper personnalisées. Il ne faut pas faire un copier-coller où on change 2 lignes simplement pour dire allez, j'en balance 50. C'est pas comme ça qu'on trouvera du boulot. Revenons, on n'en est pas encore là pour vous, c'est bientôt. À partir de septembre prochain, vous allez commencer à penser à vos stages, j'espère. Donc, montrez votre connaissance de l'école, votre intérêt pour l'école, le jury vous en sera redevable. Donc déjà, vous préparez vos thèmes personnels, vous préparez votre projet ou votre intérêt professionnel, ou en tout cas, si vous n'êtes pas au moins quelque chose qui vous intéresse, vous l'avez compris, et bien évidemment, vous êtes capable de très bien parler, de convaincre chaque jury. Tiens, demandez aussi à vos parents de télécharger les brochures. Il y a plein de brochures. Maintenant, il faut demander qu'ils fassent un boulot, qu'ils les téléchargent pour vous. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Faites un effort pour chaque école. À partir de mai, vous avez le temps, il ne faut pas le faire maintenant. Et puis, dans l'entretien, vous allez avoir, donc j'étais dans les parties attendues. La présentation, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Benjamin, je crois que tu avais des questions à me poser là-dessus. Vous avez des choses moins certaines, mais très probables. L'actualité, je vous en supplie. Déjà, pour vos concours et vos écrits, j'imagine bien que pour la Géopo, SES et autres, vous suivez l'actualité. Mais n'arrêtez pas après les écrits. J'en supplie, c'est criminel. Vous avez, dans certaines écoles, c'était dans l'ADN, à l'ESSEC, un entretien dure 45 minutes, vous avez toujours une question d'actualité. Mais c'est systématique. À l'ESCP, c'est hyper fréquent, dans la plupart des écoles. Et l'actualité vous permettra aussi de montrer, vous savez, vous êtes de futurs managers, de futurs cadres, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas diriger une entreprise ou diriger les départements ou développer des business sans avoir un intérêt pour le monde. C'est pas possible. Donc, c'est une qualité très forte. Et alors, j'ai plein d'élèves qui me disent ouais, mais même en prépa d'ailleurs, ouais, bon, mon activité, j'arrive pas trop. L'activité, il n'y a qu'un moyen, il faut la suivre. Donc, lisez le journal, suivez des podcasts. Alors, je recommande, c'est pas que je fasse de la pub, à l'approche d'entretien, lisez un journal comme Le Monde, même s'il est un peu parfois rébarbatif, mais enfin bon, en prépa ou en AST, c'est pas un souci pour vous lire Le Monde, parce que quand même, beaucoup de jurys le lisent. Moi, je fais toujours mes statistiques, un peu comme le petit sondage tout à l'heure. J'interroge les jurys, je leur demande, et il y a pas mal de jurys qui me disent, ben oui, évidemment, Olivier, 15 jours avant les entretiens, je lis Le Monde et sur mon téléphone, je marque des questions. Moi, je le fais aussi en tant que jury et je le fais pour mes élèves. Donc, suivez bien l'actu, comme ça, vous êtes tranquille. Il y aura pas de… Les questions d'actu, il y en a 3 sortes, je vais vous dire comme ça. Une, qu'est-ce qui vous a intéressé récemment ces derniers mois? Alors, quand je pose cette question-là à des élèves que je prépare, ils font la tronche, mais en réalité, c'est un cadeau. Vous la préparez d'avance. Vous savez qu'on va vous la poser. Vous préparez un thème français, un thème international. Vous lisez 3-4 articles, ça y est, vous pouvez en parler. Autre type de questions d'actualité. Alors, on en est où à propos d'eux? C'est juste pour voir si vous suivez. Et vous suivez, donc tout va bien. Ce ne sera pas des trucs hyper cachés qui n'est pas dans l'actu. Il y a le virus, mais il y a plein d'autres choses. Donc, il faut suivre. Mais c'est quand même des trucs dont on parle. Et la troisième, on n'aura peut-être pas le temps de la développer, c'est la question d'opinion, qui est qu'est-ce que vous pensez d'eux? Aujourd'hui, on pourrait vous interroger sur le passeport vaccination, par exemple. Est-ce que vous êtes pour ou contre un passeport vaccination? Ou est-ce que vous pensez, il y a un mois, on vous aurait posé la question, est-ce que vous pensez qu'on doit rendre imprescriptible le crime d'inceste, dont on a beaucoup parlé avec l'affaire Duhamel? On en parle moins maintenant. Il y a 2 ans, l'affaire Lambert, qui est une affaire terrible, qui est liée à l'euthanasie, est revenue sur les feux d'actualité début juin. Plusieurs de mes élèves ont eu la question, qu'est-ce que vous pensez de l'euthanasie? Ou faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique, qui était le grand sujet en 2019? Juste un point,
Et après, Benjamin, je te laisserai parce que je crois que tu as des questions à me poser ou tu veux peut-être intervenir là-dessus. Fondamental à mes yeux, je sais que comme ce n'est pas une science exacte, l'entretien, on ne vous le dit pas, donnez votre opinion. Des fois, on dit non, il vaut mieux pas donner. Les jurys ne vont pas évaluer votre opinion. Ils vont évaluer votre connaissance du sujet, parce que c'est un sujet d'actualité. Donc déjà, si vous connaissez, vous avez 80%, on va dire, des points sur cette partie-là, et vous argumentez, et vous ne changez pas d'avis. Moi, je recommande, si au bout de 2 arguments, vous changez d'avis, je suis un peu embêté. Mais en tout cas, donnez un avis modéré. Hein. Bien entendu, je rappelle que le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, le sexisme, beaucoup de discrimination, ce ne sont pas des opinions, c'est des délits. Donc là, évidemment, vous ne pouvez pas vous exprimer ainsi, mais vous pouvez avoir une opinion tranchée, mais argumentée. Et donner l'opinion, parce que des fois, elles me disent non, non, on m'a dit de ne pas donner l'opinion. En fait, c'est des prestataires, on attend de vous, à vos âges, futurs cadres, de donner l'opinion. Benjamin? Voulez-vous que tu peux les questions un petit peu qu'on a reçues? Oui, tu avais des questions, je crois que tu voulais, ou quelques questions qu'on avait reçues. Moi, il y avait des questions très concrètes. Hein. En fait, on a mis en place une boîte à questions, puis on a reçu pas mal de questions. J'en ai sélectionné vraiment un peu la crème de la crème. Euh, une qui est toute bête, surtout d'ailleurs en prenant l'exemple des horaires à distance, comment on s'habille justement pour les entretiens? Est-ce que le costard ça fait trop pour les garçons? Est-ce que vraiment tailleur pour les filles très propre, etc. Ça fait un peu trop, c'est tout moche? Écoute, il n'y a pas de règle, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Moi, je recommande quand même, déjà sur place, hein, c'est pas la même chose. Si des oraux auront lieu cette année sur place, je pense que oui, pour les garçons, au moins costard ou pantalon veste, hein, c'est le minimum. Cravate ou pas cravate, moi je mets plus de cravate depuis 30 ans, je pense. Hein. Mais je recommande quand même d'en mettre une parce que je connais des jurys qui posent la question, qui trouvent que c'est normal d'avoir une cravate. D'accord. Bon, c'est un peu dommage, mais évitez-vous de passer. Vous voyez, l'entretien, à part les sexes, c'est 20 minutes. On ne l'a pas dit, hein, Benjamin, mais d'accord, ça passe super vite, ça va très très vite. Alors, 3-4 minutes à pourquoi vous n'avez pas mis la cravate avec un jury, quand même, peut-être ça arrive, qui est encore un peu décalé. Moi, je recommande le tailleur. On peut avoir une petite broche, un truc pas trop ostensible. Les jupes courtes, attention, parce que c'est pas du tout une question de décence pour moi, c'est que dans certaines écoles, parfois, vous n'avez pas de nappe sur la table en fait, devant vous. Donc, vous êtes assis comme ça, une table devant vous, les jurys devant vous à 3 mètres et vous n'avez pas de nappe, et je vois des élèves qui sont dérangés parce que comme leur jupe est peut-être un peu courte, je sens qu'elles sont préoccupées par ça au lieu de discuter avec le jury. Donc attention à ça. Quand même un effort. Ne jouez pas l'originalité pour l'originalité. Je pense que c'est, sauf si c'est vraiment sincère, vous arrivez avec des cheveux pas possibles, une veste bleue, un truc rouge, parce que c'est vous. Mais j'en supplie, l'originalité pour l'originalité, ça ne marche jamais. Je recommande de ne pas prendre trop de risques, d'être assez classique. Évitez le noir. Hein. Moi, je me rappelle d'une année à l'ESCP où en plaisantant, un prof avait dit oh là, ils sont tous là, c'était une plaisanterie, ou l'audencia, je ne me rappelle plus, habillés un peu comme des pingouins. Évitez tous la chemise blanche et le costard noir. Un gris clair, un beau bleu clair, allez-y. Autre conseil, hein, vraiment, croyez-moi, d'expérience. Essayez vos affaires. Hein. Moi, je vois des élèves Moi, mes élèves, je leur fais tester leurs fringues avant l'entretien. Parce que les chaussures neuves, vous avez mal aux pieds toute la journée, parce que ça dure une journée, hein, les oraux. C'est pas possible. Je vois des élèves qui arrivent en entretien, ils ont encore l'étiquette du costume sur la veste. Alors, ça me fait sourire, mais franchement, c'est un peu nul. Quoi. Faut éviter. Ou alors, ils n'ont pas décroché dans la poche intérieure, ils n'ont pas coupé parce qu'ils n'ont jamais mis la veste. Ils veulent remettre leur carte d'identité, ils n'y arrivent pas. Alors, ils sont là comme ça. Oh, franchement, faites un effort. Et ayez, non mais, Benjamin, ça te fait marrer, mais ayez une double tenue, parce que je vous dis, vous allez passer plein d'entretiens, c'est épuisant. Dans toute la France, vous allez oublier votre cravate dans le train, vous allez renverser un café sur la chemise ou sur le tailleur. Donc, 2 tenues. Comme ça, vous en avez toujours une de rechange pour pas dire. Et la chemise, c'est pareil, quoi. Vous l'essayez, vous n'arrivez pas à être comme ça que vous n'avez jamais mis. Moi, je le vois très fréquemment. Pour répondre à ta question, Benjamin, à la maison, j'ai 2 conseils, mais c'est personnel et dans le bouquin, je sais ce que j'écris. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une cravate et un costard à la maison. Je pense que c'est un peu trop. Néanmoins, une chemise, peut-être une veste, mais regardez, moi j'ai une veste, hein, vous ne la voyez pas, je l'ai enlevée, il fait chaud. Au mois de juin, dans les écoles, il fait super chaud. Hein, les grands carreaux, il fait beau, j'espère qu'il fera beau. Donc la veste, ok, pareil, vous allez transpirer, ainsi de suite. Chez vous, peut-être que c'est un peu trop. Mettre la cravate à la maison, je dirais que c'est un peu trop. Mais quand même, pas de t-shirt, pas de tweet, pas de machin. D'accord. Et j'insiste sur un point, Benjamin, va peut-être te faire sourire. Attention à la façon dont vous serez habillé sous la table et sous le bureau. Moi, je dis attention. Hein. Parfois, j'ai des élèves là, qui, en ce moment, je suis sur l'entretien, qui disent oh là, Olivier, si tu savais comment je suis habillé. Et en gros, ils plaisantent. Ils sont en short, ils sont en bermuda, ils sont en tongs. Alors là, pas question. Le jour de l'entretien, à distance, vous avez le pantalon qui va bien, vous avez le tailleur qui va bien. Parce qu'il faut être super concentré. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, l'école, elle ne sera pas là. Vous risquez d'oublier l'école. Donc, vous êtes en situation d'entretien.
Vous récupérez la bande passante, tout le monde se tait, vous enfermez le chien, vous rappelez à toute la maison où vous soyez qu'il n'y a que vous et que personne ne fait du bruit, mais surtout vous, votre tenue, elle est complète. Mais je ne crois pas, mais c'est personnel, hein. Peut-être Benjamin, comme vous avez beaucoup de contacts avec les écoles, vous pouvez peut-être poser la question, mais je ne crois pas que chez vous, elles vont vous dire si mettez la cravate, ça me surprendrait. Je pense que vous pouvez ne pas la mettre. Bah, franchement, moi, mais je me rappelle quand je passais mes oraux, en fait, enfin, moi, je me suis toujours dit, il faut que je sois à l'aise. C'est-à-dire que un oral où vous êtes à l'aise, c'est un oral quasiment réussi, quoi, quasiment à coup sûr. Donc, honnêtement, je me rappelle très bien. D'ailleurs, c'est mon oral à l'EM. Le moment, du coup, j'avais ma cravate qui me serrait. Au bout d'un moment, c'est bon. Enfin, j'aurais dit, en plus, mais ça avant le jury, mais j'aurais dû anticiper. J'aurais dit, bon, je suis pas très à l'aise, je peux enlever ma cravate. Ils m'ont dit oui. Ouais. J'enlève ma cravate et Mais tu voilà. as été sincère et mature, tu as marqué des points volontairement. Tu as été Voilà. naturel et tu as été mature. Mais j'insiste, hein, je suis d'accord, essayez vos tenues. C'est pour ça, Benjamin, je dis qu'il faut essayer les tenues. Il ne faut pas les tester le jour de l'entretien. Il faut essayer. Essayez-les, soyez à l'aise. Être à l'aise, je suis d'accord, c'est majeur. Mais il y C'est a pas quand même, je suis navré de le dire, hein, j'ai vu des jurys parfois un peu old-fashioned, même si moi je ne suis pas tout jeune, des fois dire, oh, mais quand même, il n'y a pas de cravate. Attention, attention quand même, c'est dommage. Mais testez-les, hein. Vraiment, il faut être à l'aise, mais vous pouvez être à l'aise avec une chemise pas trop serrée, une cravate pas trop serrée, et qui plus est une cravate qui vous plaît, hein. Là-dessus, il après, n'y a pas de. c'est-à-dire que c'est aussi l'occasion pour vous, bah voilà, pour vous les gars, de faire péter le costard, la cravate et tout. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'occasions jusqu'à maintenant. Si vous êtes à l'aise et que la cravate, ça vous fait rien, mettez-la. Enfin, c'est toujours joli. Après, si vous voulez, enfin, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, mettez-la pas. Enfin, vraiment, ça va beaucoup Oui, plus. oui, je suis d'accord qu'il y a plus. Il y a 10 ans, j'aurais dit non, cravate obligatoire. Le monde évolue, les choses évoluent, donc l'aisance, c'est le principal. Il y a peu de chances que vous perdiez du temps, peut-être ça arrivera à quelques-uns d'entre vous sur 2 minutes à pourquoi vous êtes. Dans ces cas-là, vous répondez comme Benjamin, enfin avec vos mots, hein, pas avec les miens ni ceux de Benjamin, mais les vôtres. Je suis beaucoup plus à l'aise sans cravate, je n'ai pas l'habitude et j'ai préféré pour cet entretien quand même important me mettre dans les meilleures conditions. En voiture Simone et ça passe tout seul. On a une question sur la présentation, je crois, Benjamin. J'en ai vu qu'on a reçu après coup sur la présentation. Je voudrais en dire un mot. La présentation, pour moi, alors l'EDEC, c'est 4 minutes, hein, si ça ne change pas cette année, mais c'est des particulières. À Lyon, je ne vais pas vous présenter parce que vous allez parler pendant les fameuses 15 minutes, 4 questions. On en parlera sans doute lors du prochain webinar. Moi, une bonne présentation, c'est apprendre, hein, vous n'êtes pas obligé, mais croyez-moi, c'est environ 2 minutes 30. Environ, c'est pas scientifique, ça ne peut pas être trop long. Là, tout le monde n'est pas d'accord. 4-5 minutes, les jurys se barrent. Je plaisante, c'est trop long. 1 minute, c'est pas raisonnable. Et vous verrez que 2 minutes, 2 minutes 30, d'ailleurs, Sciences Po, dans son nouvel oral, un nouvel entretien, a imposé une présentation de 2 minutes. Ça m'a fait plaisir, je me suis dit, au moins, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Environ 2,30, c'est pas scientifique, ça peut se discuter, il y a peut-être des gens qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est quoi la présentation? La présentation, on pose toujours cette question. D'abord, elle se prépare plutôt vers la fin, parce que vous ne pouvez pas dès le début savoir ce que vous allez dire tant que vous n'avez pas préparé tout ce qui va arriver dans l'entretien. La présentation, en fait, j'ai un élève de terminale, j'ai préparé il y a quelques temps, qui était assez sympa, et en lui présentant, je lui parle de la présentation, et il me dit, il parlait comme ça, hein, c'était un élève qui était peut-être très intelligent, très fin, mais hélas, peut-être qui n'avait pas reçu l'éducation qu'il méritait, en tout cas du point de vue verbal, et il commence par me dire, wesh, comme ça. Il me dit, wesh Olivier, je dis, non, pas wesh, je te dis pas wesh, wesh Olivier, ta présentation, c'est comme le gars du resto avec l'ardoise, avec le tableau, et il a raison. En fait, vous allez sur l'ardoise, vous allez présenter au jury le menu de votre entretien. Le jury n'arrive pas avec des questions prévues d'avance. Vous allez annoncer vos meilleurs thèmes, vos points forts, votre projet pro parce que vous les préparez. Vous allez bien entendu parler de l'école, mettre en avant vos thèmes personnels. Et je répète, je l'ai dit au début, les jurys savent pourquoi vous êtes là. Ils savent que vous avez préparé. Ils ne seront pas étonnés. Et vous allez, dans votre présentation, annoncer les thèmes. Et en gros, mesdames et messieurs les jurys, si vous pouviez taper là-dedans, ça serait vraiment sympa. Et vous allez voir que, évidemment, les jurys, ils vont taper dans vos thèmes. La présentation, c'est le menu de l'entretien et vous annoncez. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Non, bah, c'est vrai que c'est. En fait, on dit toujours, bah, qu'est-ce qu'on met dans la présentation? Voilà, il faut tenir assez de temps, mais pas trop non plus. Pour moi, une bonne présentation, c'est vrai que c'était vraiment la présentation où vous dites rapidement qui vous êtes. Vous êtes en prépa, donc pourquoi vous avez fait prépa? Est-ce que ça vous a plu complètement ou non? Aujourd'hui, bah, voilà, je suis candidat dans votre école parce que sur le long terme, je suis éventuellement intéressé par tel domaine. Pour moi, c'est un petit peu, voilà, un petit peu les. En fait, vous devez vous teaser. Vous devez vous teaser et pourquoi Exactement. pas vous tendez une petite perche, vous voyez?
Et après, le jury, ah bah tiens, tu m'as dit que tu étais intéressé par… Il faut absolument s'en dépêcher. Et bon, j'ai une presse sous les yeux que j'utilise parfois. J'utilise le même mot que toi. On n'a pas préparé en détail, hein, évidemment, avec Benjamin, parce que c'était pas, on est spontané et naturel avec vous. Pareil, je dis la présentation, c'est un teaser. Avant, c'est ce que je disais. Maintenant, je dis c'est le menu. C'est vraiment ça. Et vous pouvez déjà, je vous assure, faites-le. Donnez des qualités, en profitez, enrobez vos thèmes, donnez de l'importance à vos thèmes. Il y a des élèves, c'est le catalogue. Oui, je suis en prépa parce que j'aime beaucoup la géopolitique et puis je fais de la guitare. J'ai aussi été animateur scout, puis nanana, nanana. Ça manque de tonicité, ça met rien en avant, c'est dit trop vite. Et le jury, il prend pas, il prend rien. Et c'est top. Par contre, pour me présenter, je vais vous parler d'un quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Pendant 10 ans, j'ai pratiqué l'équitation et j'ai atteint un niveau 2. Ah ok, ça a beaucoup d'importance pour elle, équitation. C'est sûr, ça va ressortir. Et je suis quelqu'un de très engagé. Hein, j'ai participé à des maraudes avec mon lycée pour aider les personnes en difficulté. Et pendant le confinement, vous voyez, vous avez dit, je suis quelqu'un d'engagé, je suis quelqu'un de… Et c'est pas arrogant, c'est pas orgueilleux, comme disait Benjamin tout à l'heure. Vous l'avez placé habilement. Le jury sait très bien pourquoi vous êtes là, il ne vous en voudra pas. Mais déjà, et comme l'a très bien dit Benjamin, vous ne détaillez pas. C'est le seul endroit où vous ne détaillez pas. Vous n'avez pas le temps. C'est un teaser. Vous balancez vos thèmes. Il faut que les jurys aient envie de prendre. Parce que des fois, les élèves commencent dans la présentation à développer leurs thèmes. Ils ont tellement envie de parler du fait qu'ils sont capitaines d'une équipe de rugby. Ils ont tellement envie d'en parler qu'ils balancent pendant 3 minutes. On n'en parlera plus. Parce que l'élève a déjà tout dit. Donc surtout pas. Teaser, c'est exactement le bon terme. Teaser. On avait d'autres questions encore. J'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions, à part celle des entretiens spécifiques. Vas-y, Benjamin. Qui est tombée là justement dans le chat. Je sais pas si je peux la poser maintenant, mais elle me paraît Oui, pertinente. vas-y, bien sûr. Oui. Aux écoles de leur double diplôme pour justement prouver l'intérêt aux écoles. Est-ce que selon toi, c'est une bonne idée de parler des doubles diplômes que l'école a avec d'autres institutions, par exemple? Alors, pas des doubles diplômes, d'un double diplôme. Vous devez parler du double diplôme qui vous intéresse, vous. Si c'est dire votre école a une excellence académique, une grande réputation, un réseau d'anciens formidable et plein de doubles diplômes, moi je note rien. Il faut personnaliser votre intérêt pour l'école. Et ça, plein des grandes écoles va vous y aider. Personnaliser votre intérêt. 5 doubles diplômes, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu que vous aviez un double diplôme avec l'école d'ingénieur développement durable près de chez vous. Ah ouais, d'accord, là, ça m'intéresse. Parce que c'est lié à votre intérêt et votre projet pro. Les doubles diplômes, non. Le diplôme, Ah, j'ai bafouillé. Ça n'a aucune importance. C'est intéressant. Je n'ai pas fait exprès de bafouiller. Rassurez-vous, l'entretien n'est pas du tout un endroit où on évalue ce genre de choses. Si vous bafouillez, vous continuez. Hein. Vous n'allez pas ne pas entrer à l'école parce que vous avez bafouillé, rassurez-vous. Donc non, les doubles diplômes, ça ne m'intéresse pas. Le double diplôme qui t'intéresse, oui, ça c'est excellent. Non, donc, moi, je ne vois pas les questions du chat. Hein. Je ne vois pas les questions du chat. Hein. Je vous laisse les regarder. Oui. Il y en a une, je pense que je peux y répondre en 30 secondes, on passera à une autre. J'aurais aimé avoir des informations assez spécifiques sur les écoles, mais j'ai du mal à les trouver sur les sites. Alors moi, vraiment, là, je te recommande pour le coup le site de Planning Grandes Écoles où en fait on a fait ce travail-là. En gros, ça nous a pris des mois à recenser toutes les écoles de commerce d'ingénieurs. On a en gros résumé les écoles en quelques mots, en quelques chiffres, avec leurs diplômes, avec leur partenariat, avec leurs assos principales. On a vu directement avec les écoles si les infos étaient cohérentes et correctes. Elle nous a répondu oui par l'affirmative. Du coup, toutes les pages écoles que tu pourras trouver sur le site de Planning Grandes Écoles, dans la catégorie les écoles, écoles de commerce, tu cliques sur celles qui t'intéressent, tu as les infos. Tu as les mêmes infos sur le site de Mister Prépa aussi. Donc voilà. Mais et si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter en privé. On pourra te mettre en relation avec des étudiants de l'école qui te répondront. Mais du coup, une autre question qui était tombée aussi, Olivier, que je trouve intéressante, c'était est-ce bien de ramener quelque chose pour illustrer ses passions? Et moi, du coup, j'en rajoute une d'ailleurs. Du coup, pour toi, quand je dis que je suis intéressé par tel ou tel domaine ou que j'ai telle et telle qualité, comment est-ce que je peux l'illustrer? Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était hyper important d'illustrer toujours ce qu'on aime faire, voilà, ou ce qui nous intéresse, par des exemples concrets. Alors, pour répondre à la première question, je ne pense pas, et ça dépend des écoles, je crois qu'à Strasbourg, ils vous demandent de mémoire, ou peut-être Montpellier, mais je crois que c'est Strasbourg, ils vous demandent d'amener un doc. Si vous voulez sortir quelque chose comme ça de votre sac en disant je vais vous montrer, il faut vraiment demander au jury. Je ne suis pas sûr que le règlement des concours l'autorise. Hein, donc il faut demander, bien sûr, même si vous ne le montrez pas. Imaginons que vous pratiquez la photo, vous avez un book où vous dessinez, vous aimez dessiner, en disant écoutez, si vous me le permettez, je me suis permis, j'ai amené mon book, est-ce que vous me permettez de vous le montrer? Il y a toutes les chances qu'ils vous disent non. Mais ne le prenez pas mal, c'est parce qu'il est possible que le règlement, par exemple, dans certaines écoles, hein, je le vois, il est dit clairement aux jurys qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir les profils Facebook, qu'ils n'ont pas le droit pendant les entretiens de se renseigner sur les élèves. Peut-être qu'on vous dira non. Vous pouvez toujours le prévoir, mais en aucun cas vous ne le sortez sans demander.
Parce que là, ça risque de gêner des jurys qui ne sauront pas quoi faire en disant, mais ah là, c'est pas prévu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous posez la question. Au moins, vous l'aurez évoqué. Hein. En l'évoquant, on sait que vous avez un... Les liens, bah, prenons, là, je viens d'évoquer cet exemple de la photographie. Vous voulez dire que vous êtes quelqu'un de très créatif. Je pratique la photographie et puis je rajoute des filtres, je fais moi-même les tirages, ce qui vous permet de montrer que vous êtes aussi un peu technique, vous avez une capacité pour la technique. Vous avez pratiqué du babysitting. Ça, le babysitting, j'écris des articles là-dessus et je m'en sers, je crois, dans le livre ou sur ma page Facebook. Il y a plein d'élèves qui, des fois, m'en parlent même pas. Tellement pour eux, des élèves, mais non, c'est nul, mais c'est pas nul, c'est énorme, babysitting. J'ai gardé toujours contexte. Pendant un an, pendant toute une année scolaire après l'école, je suis allé chercher un enfant de 3 ans et son frère de 6 ans à la sortie de l'école que j'ai gardé jusqu'au dîner. Voilà un contexte bien posé, clair et net. Qu'est-ce que ça prouve? Vous racontez des histoires, des anecdotes, ça prouve quoi? Qu'on vous fait confiance, que vous êtes fiable, que vous êtes ponctuel, que vous êtes patient, parce que les gamins, par moment, ouais, bon, il faut être patient. Hein, il faut être patient. Vous êtes pédagogue, parce que les gamins à cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on joue? Et créatif, parce qu'il faut changer de jeu toutes les 5 minutes. Et que vous êtes organisé, parce que pendant que vous avez le petit 3 ans que vous ne lâchez pas, la grande de 6 ans, vous regardez ce qu'elle fait en même temps. Vous voyez, c'est tout simple. En racontant les anecdotes, vous allez vous-même vous dire, ah oui, ça me montre telle ou telle chose. Et un point fondamental que j'évoque toujours, c'est la confiance. Dans toutes vos activités, que ce soit dans un club, que ce soit en tant que délégué de classe, que ce soit dans votre job, que ce soit vous avez donné des cours, vous avez été babysitter, enfin plein d'activités. J'ai toute une liste de thèmes, que j'appelle les thèmes personnels, qui vous permet de faire ce travail, de réfléchir à vos thèmes. Je vous l'enverrai, hein, Benjamin, si vous voulez la diffuser. Elle n'a rien d'original, mais elle a le mérite d'être claire, elle liste plein de choses. Tout ce qui permet de montrer qu'on vous a fait confiance vous fait marquer beaucoup de points. Pourquoi? Parce que moi, le jury, je ne vous connais pas. Je vous écoute, vous m'intéressez. Et quand vous prenez la parole, vous me prouvez que les gens qui vous connaissent vous ont fait confiance et qu'ils ont eu raison. Et un peu par transitivité, je me dis, si les gens qui le connaissent, ses profs, ses amis, les parents dont ils gardent les gosses, vous voyez, tous ces gens-là, si tous ces gens-là vous ont fait confiance à un moment et que la confiance a été, comment dire, elle a été validée, donc si les gens qui te font confiance, les gens que tu connais te font confiance, alors moi je te fais confiance aussi. Travaillez ça. C'est très très important pour les jurys parce que c'est vraiment une manière concrète de nous convaincre qu'on peut vous faire confiance, c'est-à-dire que vous êtes travailleur, empathique, toutes les qualités que vous mettez en œuvre. Et ça marche très bien et en même temps, quand je dis ça marche, c'est sincère. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire d'inventer. Juste pour terminer sur ce point, et Benjamin, tu auras d'autres questions sans doute ou des éléments à ajouter, j'utilise une citation qui est celle d'Oscar Wilde, qu'une élève de prépa d'ailleurs m'a fait connaître, que je ne connaissais pas, qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est ma seule citation, elle est au dos de ma carte de visite. Parce que vous avez bien compris, elle est parfaite pour les entretiens. Vous vous préparez, mais vous êtes vous-même, vous êtes sincère, vous êtes spontané, vous ne changez pas. Vous n'inventez pas. Il n'y a pas besoin d'aller inventer des trucs en entretien. D'ailleurs, ça se voit et c'est catastrophique. Donc, vos activités, j'espère, Benjamin, avoir répondu à la question, vos activités, tout ce que vous avez réalisé vous permettent de prouver les qualités et les valeurs. Et là, ça passe très, très bien en entretien. Ah, c'est très bien. Hein. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est moi je me rappelle quand je préparais mes oraux, j'avais un petit carnet, enfin, c'était en fait un petit cahier, voilà, et dans lequel je mettais tous les éléments qu'il fallait absolument En fait, je me rappelle même, mais c'était en gros, j'étais enfermé tout le temps chez moi, j'en avais marre, et j'étais parti dans un champ en haut de chez moi pour la petite cour. Et en gros, je m'étais posé 1 heure ou 2 et j'avais réfléchi à moi depuis que je me connais depuis tout le temps. Je me dis, ok, concrètement, voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui mérite d'être mis en avant auprès d'une école, quelles sont les qualités que j'ai, quels sont les défauts que j'ai. Et surtout, je me dis, et ça, je pense que vous devez absolument faire, c'est que vous dites, ok, là, concrètement, j'ai une passion, là, je vais dire que j'ai un intérêt pour telle ou telle chose. En face de ça, vous devez mettre un élément qui est concret. Donc, comme vous l'a dit Olivier, ça peut être une expérience associative, ça peut être une expérience professionnelle peut-être, ça peut être la tenue d'un blog, la tenue de machin ou autre, peu importe. Voilà, en fait, c'est comme dans une disserte, et je pense que vous êtes mieux placé pour le comprendre. Quand vous allez parler d'une théorie, tout le temps, vous allez toujours essayer de rattacher un exemple qui soit historique, qui soit d'actualité, ou alors un graphique, vous voyez. Tout le temps, vous illustrez une idée par justement un élément qui est concret. Pour les oraux, c'est la même chose. Vous dites, je suis comme ci, je suis comme ça, j'aime ci, j'aime ça. OK, maintenant, parce que par exemple, là, en telle année, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et n'oubliez pas que les jurys ont parfois votre CV sous les yeux. Donc, du coup, ça, ils le voient et donc vous devez vous-même relier. Donc voilà, il y a une autre question qui est tombée qui était hyper intéressante, je trouve, la fameuse question des sujets qu'il ne faut pas aborder. Si le jury, par exemple, ne me mène pas sur ces questions-là, est-ce qu'il faut que j'évite de. Donc là, il demandait le féminisme, l'égalité au monde du travail. On sait que c'est des questions qui sont très. Ça divise les gens. Alors,
Merci de cette question, elle est très intéressante. Il n'y a pas de sujet qu'il ne faut pas aborder. D'abord, les jurys eux-mêmes vont être assez prudents. Plus les années passent, plus les jurys font très gaffe parce que, à juste titre, ne veulent pas en tout cas être à mauvais titre, on comprend qu'ils soient prudents, ne veulent pas être soupçonnés de sexisme, de racisme, de discrimination ou quoi que ce soit. Donc plus ça va, plus les jurys font gaffe, premièrement. C'est plutôt eux qui sont emmerdés que vous en réalité. Il n'y a pas de sujet à ne pas aborder, surtout pas. Quand tu dis, Benjamin, que ça divise, on en avait un petit peu discuté la semaine dernière, c'est des sujets délicats, disons, enfin délicats, ou en tout cas sur lesquels on peut avoir des sujets de débat. Par exemple, le véganisme, on en parle beaucoup. Hein, en ce moment, est-ce que oui ou non il faut être vegan? Est-ce qu'il faut obliger, imposer la vaccination? Tout le monde a eu un moment, la discussion a été posée. D'accord. On parle d'affaires en ce moment, il y a beaucoup d'affaires en ce moment. Il y a eu MeToo il y a 2 ans, il y avait plein de sujets sur MeToo. On en parlait beaucoup du phénomène MeToo. Ça réapparaît. Hein, d'abord avec la question de l'inceste qui est apparue de l'actualité, je vous disais tout à l'heure avec l'affaire Duhamel. Là encore récemment, des affaires de sexisme. Là, on parle beaucoup d'un journaliste sportif connu de Canal qui, à mon avis, est bien dans la seringue parce qu'il semble avoir fait des trucs assez extrêmement choquants et inacceptables. Donc, on en parle. Donc, il n'y a pas de sujet que vous devez éviter, à condition qu'il vous intéresse, qu'il soit important pour vous. Il faut être sincère. Moi, j'ai des élèves que je prépare où j'en ai vu beaucoup en entretien qui étaient très féministes ou très écolo. Alors maintenant, l'écologie est devenue beaucoup plus, je dirais pas acceptable, elle a toujours été, mais en tout cas plus courante. Mais j'ai des élèves, et j'en ai vu passer en entretien, qui avaient une radio féministe, qui participaient à des manifestations, des collages, ou quelques années qui avaient participé à la marche pour le climat, ou qui sont fans absolus de Greta Thunberg. Greta Thunberg, c'est une personne dont on peut discuter, il y a des discussions sur elle. Mon avis en tant que jury ne vous intéresse pas. D'ailleurs, les élèves que je prépare ne connaissent pas mon avis, je me garde bien de leur donner. Mais vous pouvez l'aborder parce que ça vous intéresse. Et parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de vos centres d'intérêt, de vos valeurs. Et là, à partir du moment où vous l'amenez dans l'entretien, le jury peut vous challenger. Et je répète, tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas dit, hein, merci de cette question. Vous pouvez donner une opinion, vous pouvez aborder des sujets dits délicats, où ce sont les jurys qui vont vous poser les questions un peu délicates. Or, l'euthanasie, par exemple, ou la question du véganisme, qu'est-ce que vous pensez? Je caricature, je sais, Benjamin, que tu es à Lyon, donc j'en profite. Qu'est-ce que vous pensez du fait, alors en plus, il y a la manière de poser la question, qu'est-ce que vous pensez du fait que le maire de Lyon ait imposé des menus sans viande parce que c'est un idéologue écologiste anti-végan, pro-végan? Bon. Manière de poser la question pour le moins biaisée. Bon. Parce qu'elle est d'actualité. Donc, vous allez devoir donner une opinion. Les jurys vont vous poser les questions là-dessus. Ils feront gaffe à la religion et des choses comme ça. C'est plus compliqué. J'y reviens après. Donner une opinion. Si vous suivez là-dessus, vous pouvez. Si en plus c'est vous qui apportez le sujet en disant que vous militez, par exemple, pour la légalisation du cannabis, bah, tout va bien. Je veux dire, vous connaissez bien le sujet, vous savez argumenter. Notez bien cet adage pour les entretiens. Notez bien. Si vous êtes pour, le jury sera contre. Si vous êtes contre, le jury sera pour. Le jury n'ont pas d'opinion. Ils vont vous contredire. Et je le répète, on est 2 ou 3, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas, on ne s'est pas parlé. Hein. On s'est certainement pas mis d'accord à l'avance sur tous les sujets délicats sur lesquels il y a discussion dans la société française. Et ce qui est certain, c'est qu'on va vous contredire. Moi, j'ai contredit des élèves, c'est marrant parce que parfois, je suis souvent même d'accord avec eux ou avec elles, et allons-y, et je contredis, et je vais de bon cœur. Pourquoi? Parce que je vois que l'élève connaît le sujet, argumente et marque des points. Donc, vous pouvez aborder les sujets qui vous intéressent. Les jurys sont plus prudents. Un exemple étonnant qu'on m'a posé il n'y a pas longtemps, une élève qui m'a demandé, qui est catholique fervente, qui participe au catéchisme de sa paroisse, qui accompagne des handicapés, des personnes en situation de handicap, qui accompagne des personnes en situation de handicap à Lourdes notamment. Et quelqu'un dans sa prépa lui a dit, je ne sais même pas si c'est un prof ou un élève, lui a dit, ah non, il ne faut pas en parler. Incroyable. On est en France, heureusement qu'on peut parler librement des religions, quelles qu'elles soient. Et elle était très embêtée parce qu'elle ne savait pas si elle pouvait en parler. Je dis, mais évidemment, c'est hyper important pour toi. D'abord, ça permet au jury de te connaître. Et du point de vue, on va dire, de la technique de l'entretien, quand même, qu'est-ce que tu vas amener comme sujet, quoi. Bénévolement, tous les dimanches matins ou samedi, je ne sais pas quand a lieu le catéchisme, je pense que c'est dimanche matin, bénévolement, tu te tapes des cours et tu viens enseigner aux petits-enfants de la paroisse. Et pendant tes vacances, tu vas accompagner les personnes en situation de handicap. La religion n'a rien à voir avec ça. C'est énorme. Vous ne pouvez pas vous priver de ces thèmes-là. Donc, s'ils sont importants pour vous, vous pouvez en parler. Les jurys amèneront des thèmes d'actualité avec prudence. Et de toute façon, je vous dis, c'est sûr, ils vont vous contredire, mais ce n'est pas du tout contre vous, c'est pour voir comment vous argumentez. Et vous allez vous en sortir. Ah, très, très bien. Une autre question aussi, quel était l'acronyme de la méthode d'explication d'un fait personnel? Celle avec d'abord Carrel, je ne l'ai pas fini, c'est bien, il y a des gens qui suivent, je suis content. Carel, contexte, posez le contexte. A, anecdote, racontez des anecdotes, des actions. R, montrez vos résultats. Qu'est-ce que ça prouve de vous? C'est-à-dire qualité et valeur. Avec le Q, je ne savais pas trop quoi en faire, donc j'ai mis résultat, c'est pour ça en fait. Et
Carrel, le E, c'est évolution. Je voulais une voyelle, sinon ça faisait Karl, ça faisait un peu trop Charlemagne, et football allemand. Et moi, depuis Séville 82, j'ai un petit souci avec le foot allemand. Donc, Karl, ça ne me plaisait pas. Ça faisait Karl-Heinz Rummenigge et compagnie. Bon, ça, c'est pas le sujet. On pourra parler foot à un autre moment pour ceux que ça intéresse. Et donc, le E, c'est l'évolution. En quoi vous avez appris des choses? En quoi ça vous a fait évoluer? Je vous rappelle que vous venez pour apprendre. Je fais une parenthèse là-dessus. Il y a des élèves, et je le vois tous les ans en entretien, ça fait sourire, mais c'est pas drôle le jour de l'entretien, quand tu es à l'ESCP, à Audencia ou ailleurs, et j'ai plein de jurys qui me débriefent beaucoup, j'appelle plein de jurys qui me racontent comment ça se passe. Parfois, un jury pose la question que moi je ne pose pas, mais que les jurys posent, parce qu'on se met pas d'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse à Audencia? Pourquoi vous voulez rejoindre notre école? Et là, on entend la réponse suivante. Depuis 10 ans, je pratique la guitare classique. Et je sais que vous avez un orchestre, machin. Alors, ok, les associations, c'est fondamental, on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous en trouverez plein sur plein de grandes écoles. Mais ne dites pas que vous venez dans une école après 2 ans de prépa pour jouer de la guitare ou au foot, quoi. Et je vois la gueule du prof, hein. Il a la mâchoire qui tombe un peu comme dans les dessins animés. Je me dis non, tu ne peux pas répondre ça. Donc, vous venez pour apprendre, vous venez pour travailler, pour vous faire sourire. Et Benjamin, je ne citerai pas l'école, c'est pas le M. Je ne citerai pas l'école. Un élève m'appelle au mois d'octobre, parce que je garde souvent des relations avec mes élèves, on discute un peu, alors comment ça va? Il me dit, oh, Olivier, j'adore l'école, on est là avec les potes, je vais être élu président du bureau des arts, il fait beau, on a monté les chaises longues sur un toit d'école, on est en train de prendre un apéro tous ensemble, c'est super, vraiment, c'est formidable, merci de m'avoir aidé, je suis super ravi de cette école. Et après, il me dit, mais il y a quand même un truc. Quoi? Il y a quand même un truc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cours. Alors évidemment, il plaisantait, mais il rigolait, mais évidemment, on travaille dans les écoles de commerce. Je crois que Benjamin, on peut le dire, tu es bien passé pour le savoir, on bosse dans les écoles de commerce. On travaille, il y a des cours passionnants, il y a des super profs, il y a des découvertes que vous allez faire. Et c'est pour ça que vous entrez en école. Ok, la vie d'école, et j'espère qu'avec le virus, vous aurez une vraie vie quand vous allez entrer l'année prochaine. La vie d'école, c'est super, les assos, c'est top, se retrouver tous ensemble, que ce soit à Paris ou en province, c'est merveilleux, c'est vraiment unique comme expérience. Mais quand même, vous venez travailler, vous venez pour apprendre. Et donc, le E, l'évolution, montre comment vous avez appris, comment vous avez évolué, votre capacité à apprendre. Et pour moi, c'est hors du niveau scolaire. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes amélioré en espagnol. C'est ça le E. Et le L, c'est faire des liens. Liens avec l'école. Quand vous pouvez, c'est plus facile, notamment les assos, comme ça, vous n'oubliez pas de parler d'école, vous dites, ben, tiens, c'est plus facile, je prends des centres d'intérêt, je fais le lien. Et quand c'est possible, sans abuser, c'est plus compliqué, un lien avec le projet professionnel. Mais un élève qui s'intéresse à l'informatique et qui dit qu'il veut travailler dans le domaine des algorithmes, du big data ou de l'intelligence artificielle, il peut faire ce lien. Et je répète que dire que parce que vous jouez au foot depuis longtemps, ça fait de vous un directeur marketing ou une directrice écologie, je ne suis pas sûr. Donc n'allez pas trop loin, c'est ça, C-A-R-E-L. J'ai rien oublié. Ouais, c'est très clair, hein. Mais c'est très clair, notamment, moi, juste un petit truc sur l'évolution. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant de parler justement pendant l'entretien, de dire, bah, voilà, je sais très bien qu'actuellement, je suis en prépa, je veux rentrer dans l'école et je ne sais pas ce qui va m'arriver sur le long terme parce que l'école va me donner des opportunités et des branches à saisir, si vous voulez, que bah, je ne pourrais jamais saisir en dehors de l'école. Moi, pour mon expérience personnelle, quand je suis rentré en école, enfin, j'avais rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce que je fais actuellement, les projets que je commence à développer, dans lesquels je m'investis, mais pas une seconde pendant le reste, je l'aurais imaginé. Je pense que vous devez vraiment dire que oui, l'école, en fait, pour moi, c'est pas une fin, justement. Et ça, dites-le bien pendant l'oral. Moi, enfin, je veux pas rentrer dans votre école. Moi, je veux faire ça sur le long terme. Et votre école, bah, c'est la mieux placée pour me permettre d'y arriver. En fait, l'école, vous voyez, c'est un tremplin. Vous voyez, c'est vraiment, vous roulez, puis vous prenez le tremplin et ça vous fait décoller. Et moi, je l'ai vu, enfin, la vie avant et après l'école, enfin, je fais actuellement des choses que je n'aurais jamais pu penser faire sans mon école, je pense. Et ça, vous pouvez vraiment le dire. Donc, l'évolution, moi, j'aime beaucoup ce E, justement, Olivier, que tu as mis dans ta chronique. Merci. Parce que l'évolution, c'est hyper intéressant. Alors, d'autres questions qui sont tombées, je ne sais pas au niveau du timing, hein, parce que là, on a 1 heure, peut-être qu'on va déborder un petit peu à encore 10 minutes, je ne sais pas. Pas de souci Euh, pour moi, j'ai le temps. alors, attends, je lis. Hmm, dans l'ordre. Si je suis cube, est-ce qu'il faut préciser dans la présentation? Non, tu n'es pas obligé. C'est pas, d'abord, tu n'as rien à justifier. À partir de, c'est comme je dis aux admissibles à ST qui parfois me disent, oui, mais moi j'ai fait de l'histoire, je suis admissible à Lyon. Bah, tu es admissible, donc tout va bien. Tu n'es pas obligé de le préciser, c'est pas un mensonge, d'accord? Donc tu précises pas, les jurys s'en foutent un peu, très sincèrement. Et puis si tu es cube et qu'on te pose la question, ça peut arriver qu'un jury te dise, ah oui, vous êtes cubé, tu dis oui, oui, bah, effectivement, parce que je tenais absolument à entrer dans une grande école comme la vôtre, et je pensais que ça valait la peine de travailler pendant un an, avec tes mots, pas avec les miens, avec vos mots, pas avec les miens. Bien entendu, vous n'avez pas à vous justifier. C'est autorisé, c'est légal, il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Pourquoi? Pour éviter qu'on en discute pendant 3 minutes, quoi, c'est tout. Hein,
C'est pas un mensonge, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis aussi, je pense que si tu es cube, tu peux aussi tout simplement justifier par le fait que l'année dernière, les concours étaient inédits. Aussi, oui, cette année particulièrement, tu as raison, c'était l'enfer l'année dernière hein, pour beaucoup d'élèves. Il n'y avait pas d'oral. Et toi, bah, tu peux légitimement dire, bah voilà, moi je savais très bien que j'avais des choses extrascolaires à amener aussi. Voilà, donc pour moi, c'était pas que Oui, c'est vrai. Voilà, parce que je Cette trouve année que tout particulièrement, absolument. Et ça montre de la motivation. Vous êtes tapé encore un an de prépa parce que vous vouliez entrer dans l'école à laquelle vous êtes en train de discuter avec les jurys. Sincèrement, ça ne va pas vous nuire. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé si ça vous gêne. C'est surtout ça. Pour reprendre ce que disait Benjamin tout à l'heure sur l'aisance avec les postards, c'est pareil, si ça vous gêne, vous n'en parlez pas. C'est l'intérêt de l'entretien. Vous venez parler de vous, mais vous dites ce que vous voulez. À part les sujets que le jury peut aborder, mais ils vont rarement chercher très loin, en réalité, ce n'est pas, une introspection psychanalytique, hein, ce n'est pas s'allonger sur le divan. Hein. C'est que 20 minutes et 40 minutes à l'essai, ça va, on ne vous demande pas d'aller trop loin. Vous ne voulez pas en parler, vous n'en parlez pas. C'est aussi simple que ça. Mais Julie, être cube, c'est aussi vraiment une force, honnêtement. Enfin, moi, je me Oui, rappelle oui, quand oui, bien sûr. tu dis, t'es un warrior. Enfin, tu refais Mais un oui, an de c'est ça, évidemment, évidemment. De même, les candidats libres, j'ai préparé un élève en candidat libre. Il est rentré à l'ESCP. Vraiment, bravo, candidat libre, hein, le gars, et il n'osait pas le dire. Je lui ai dit, mais dis-le. Au contraire, dire quelle volonté. Le gars, il bossait pendant la journée pour payer ses études, et le soir, il bossait en candidat libre, il est rentré à l'ESCP. Je lui ai dit, évidemment que tu vas en parler. Tu te rends compte? C'est un point très fort. Ne vous mettez pas en tête des trucs. Vous pouvez ne pas le dire comme vous pouvez le dire. Hein. C'est juste si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. Mais ne vous dites pas que les jurys sont suspicieux, qu'ils vont chercher le truc. Surtout pas. Bah là, une question donc, alors, qui revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. En préparation des entretiens, nous avons fait 2 ou 3 séances de call de simulation, classique. Un jury m'a posé une question quant à mon choix entre Joe Biden et Donald Trump. Est-il possible qu'on nous pose des questions relatives à des sujets intrusifs tels que la politique? C'est un peu Oui, touchy. oui, oui et oui. C'est pas intrusif. Vous êtes des jeunes, vous intéressez au monde. Vous avez sans doute déjà entendu parler une fois ou deux de Joe Biden, Donald Trump. Ça a dû venir une fois à vos oreilles. Bien sûr. Mais c'est pas intrusif. C'est simplement pour voir est-ce que vous suivez l'actu. Est-ce que vous savez donner une opinion? Est-ce que vous savez argumenter? Est-ce que, comme je le dis toujours, tenir la position, ne pas changer d'avis? Moi, c'est une question que je posais il y a quelque temps, Trump ou Poutine? Maintenant, je ne la pose plus, mais Trump ou Poutine? Ah, bien sûr, parfois c'est un peu politique, mais c'est pas ça. Ils s'en foutent de votre opinion politique. Ils veulent voir si vous suivez l'actu et vous êtes capable d'argumenter. Effectivement, on pourrait dire de Donald Trump, et puis on pourrait dire de Vladimir Poutine. Trump ou Biden, c'est plus politique, mais attendez, moi je ne vais pas donner mon avis. Mais c'est vrai que Trump est un président un peu particulier, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, notamment en Europe, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Donc il y a quand même sans doute des raisons pour aimer Trump, qu'on le veuille ou non. Hein, ce n'est pas une question complètement aberrante. Si on vous demandait Hitler ou je ne sais plus quel homme politique en face, ce n'est pas une vraie question, c'est n'importe quoi. Mais vous savez, j'ai vu un élève, hein, Benjamin, tout à l'heure, je parlais de position extrémiste, un élève dans une école, hein, véritablement, à Audencia, qui nous a dit, et qui a maintenu, on a beaucoup noirci le bilan d'Hitler et Staline, qui ont quand même réalisé beaucoup de bonnes choses et qui auraient mérité quand même que leur mémoire soit un peu plus positive. C'est difficile à entendre. Moi, j'ai argumenté, parce que pourtant, je peux vous dire que ça ne me plaisait pas. J'ai essayé de l'aider, mais les deux autres jurys n'étaient plus du tout là. Et quand il est sorti, la prof a dit, oui, j'en veux pas. Donc faites attention. Mais Trump ou Poutine, ou Trump ou Biden, ou Xi Jinping, il est sympa lui aussi, Xi ou Poutine, vous répondez ce que vous voulez, de toute façon, le jury va vous contredire. De toute façon, ah non, t'es pour Trump, ah non, pas du tout, Biden, ah t'es pour Biden, pas du tout. De toute façon, on va vous contredire. Mais vraiment, c'est pas contre vous. Et de toute façon, en même temps, je crois que c'est difficile de dire à un jury, à moins que ce soit très, très personnel, mais c'est rarissime. Ça n'arrive pas de dire je ne veux pas répondre à la question. Il faut vraiment une bonne raison. Trump ou Poutine ou Trump ou Biden, franchement, il n'y a pas de difficulté. En plus, vous ne pas, vous faites un peu de géopo, de SES, vous avez dû en entendre parler. Je ne vois pas pourquoi vous ne répondriez pas. Il peut y avoir des questions très, très personnelles, mais c'est tellement rare que je préfère pas les évoquer parce que je ne veux pas que vous ayez l'idée que ce genre de questions très, très, très intrusives, vraiment intrusives, apparaissent fréquemment. C'est rarissime. On ne peut pas tout prévoir, mais c'est complètement rarissime. Justement, en parlant de questions d'actualité, il y a eu une nouvelle question qui est tombée. Si on ne sait pas répondre à une question d'actu, justement, est-ce qu'il vaut mieux dire je ne sais pas, je ne connais pas cet élément, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de rebondir en déviant un peu la question pour l'orienter vers un sujet qu'on connaît? Alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Alors, plusieurs choses. Un, c'est une question qu'on pose souvent. D'abord, l'entretien n'est pas un entretien de culture générale. D'accord? Donc, il peut arriver qu'on pose une question. Si la question est en rapport avec les thèmes que vous avez amenés dans l'entretien, c'est plus ennuyeux, vous l'avez compris. C'est une question qui sort comme ça du chapeau du jury, vous pouvez ne pas savoir. Soit vous dites, écoutez, vous réfléchissez, prenez le temps de réfléchir, faites des pauses. C'est pas grave de réfléchir, c'est positif. Vous réfléchissez, vous prenez un peu de temps,
Écoutez, vraiment, je suis navré, je vois à peu près, je vois bien si vous me parliez d'eux, mais là, je ne vois pas. Et vous demandez, je vous en supplie, vous demandez la réponse, ou vous demandez un indice. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Je suis navré, ça ne me vient pas. Bon, peut-être qu'avec l'entretien, je suis un peu tendu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ou est-ce que vous pouvez me répondre? Les gens adorent. Moi, le premier, mes fils vous diront, oh, papa, quel emmerdeur. Les gens adorent donner les réponses. Donc, ils vous posent une question, vous demandez la réponse, vous montrez de l'intérêt. Et souvent, 90, ah oui, oui, bien sûr. Et hop, c'est reparti. Mais quand vous ne savez pas, vraiment, vous ne savez pas, évitez les conneries, parce que j'entends des conneries, vous ne pouvez pas savoir. Parce que les élèves essayent de répondre. Il y a un élève qui m'a mis Ronald Reagan en 42 aux États-Unis. Il vaut mieux se taire. Hein. Ah oui, Ronald Reagan, c'était pas président pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, franchement, tu aurais mieux fait de pas répondre. D'accord. Donc, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est pas ça qui va jouer l'entretien. C'est pas ça qui va jouer particulièrement sur l'entretien. Tu peux dire, bah, d'ailleurs, en parlant de je ne sais pas, il y avait une citation que j'aime beaucoup qui dit je ne sais pas représente la moitié de la science. Et oser dire, voilà, je ne sais pas en toute humilité. Une question qu'on pose tout à la fin, bah, justement, c'est aussi pour récompenser ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant, parce que c'est une situation, je pense, dans 95% des cas, elle se présentera à vous. Tous les oraux que j'ai vus, que j'ai fait, que ce soit aussi en jury en étudiant, elle est posée. Avez-vous une question, voilà, à nous poser maintenant, enfin, à l'instant de l'oral, le jury va vous poser une question. Ok, est-ce que maintenant, à votre tour, vous aurez une question à nous poser, ou alors un fait qu'on n'aurait pas pensé d'évoquer pour vous? Cette question, Alors, je l'ai vue à un oral. Comment c'est? alors ça, c'est, je regarde parce que c'est le chapitre 8 du bouquin. Je fais un peu de pub, ça vous choque pas, vous entrez en école de commerce. Non, mais je regardais le nom, le numéro du chapitre. J'ai un chapitre qui s'appelle Conclure avec panache. Je suis très fan de Cyrano de Bergerac. Parmi, évidemment, les questions que je traite, c'est cette question-là, les questions de fin d'entretien. Premièrement, si vous n'avez pas de questions, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Vous pouvez dire, écoutez, je suis nanan, je crois que vraiment, vous m'avez bien, on a passé un bon entretien, donc je ne crois pas avoir de questions. J'ai pu me renseigner, les admisseurs m'ont donné beaucoup d'informations sur l'école, là, comme ça, j'en ai pas. Si vous n'en avez pas, je vais vous donner un exemple de, vraiment, ne vous lancez pas dans des questions à la con. Réellement, exemple authentique, à l'ESCP, un candidat en AST. Candidat qui était pas mal d'ailleurs. Hein. À la fin de l'entretien, et je vous jure, un Benjamin, je pipote pas. On lui demande s'il a une question à poser parce que c'est une question hyper classique. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Et il nous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des cours de marketing à l'ESCP? Ok. Le jury à côté de moi, il a éclaté de rire. Il était tard, il était 6 heures, il éclate de rire. Le gamin, le jeune, bon, il fait la tronche. Et moi, je dis non, non. On sourit parce que tout à l'heure, une candidate nous a raconté une histoire à propos du marketing, ça nous fait penser. Il vaut mieux ne pas poser de questions. Alors, les questions, ça peut être quoi? Il y a un truc que font souvent les élèves. Moi, j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup, mais les élèves le font souvent, fréquemment. C'est de poser les questions aux jeunes sur leur carrière, sur l'école, sur ce que l'école leur a apporté. Il faut pour ça être assez fin pour se souvenir de ce que les jurys auront dit dans leur présentation. Si vous avez oublié, il ne vaut mieux pas. Hein. Tout à l'heure, madame, vous nous aviez dit que vous étiez conseil en RH. Est-ce que je peux vous demander en quoi Audencia vous a servi ou après, est-ce que vous êtes spécialisé dans les ressources humaines ou c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Quelles sont aujourd'hui les principales problématiques ou comment vous avez géré le télétravail dans votre entreprise? Vous voyez, c'est un peu pipeau, c'est un peu bateau. Moi, je ne suis pas hyper fan, mais ça marche. Ça ne mange pas de pain. Autre possibilité de questions que j'aime plus, c'est des questions autour de l'école. C'est-à-dire vraiment poser une question sur la scolarité, poser une question sur l'école, mais une question que vous ne trouvez pas facilement sur le site. Par exemple, et pareil, ESCP, un élève nous demande quels sont les campus de l'ESCP. Là, c'est du foutage de gueule. Les campus de l'ESCP, ils sont partout sur le site de l'ESCP. Ce n'est pas une question pour moi. En revanche, l'année prochaine, je compte aller sur le campus. Je serai sur le campus de Paris, puisque en prépa, c'est Paris ou Turin. D'ailleurs, parfois, les élèves répondent Londres quand on leur demande où ils vont aller. Jusqu'à présent, ça a peut-être changé. Hein, vérifier pour cette année. C'était Paris ou Turin la première année pour les prépas. Une question du type, l'année prochaine, j'aimerais beaucoup rejoindre le campus de Paris. Mais ensuite, j'hésite entre Londres et Berlin. Comment se passe la décision ou à quel moment on doit décider? Quels sont les critères qui permettent de choisir Paris, Londres ou Berlin? Ça me paraît une bonne question. Ça montre que vous êtes dans l'école, vous en profitez pour marquer des points, pour montrer que vous êtes intéressé par l'école, mais c'est souvent une vraie question que vous posez. L'autre jour, une élève m'a demandé, j'ai vu qu'il y avait en deuxième année beaucoup de cours électifs, j'en ai vu plusieurs qui m'intéressaient, il semblerait qu'on puisse en choisir qu'un, mais est-ce qu'on peut, si l'emploi du temps le permet, participer à un autre électif en auditeur libre? Voilà une bonne question. Comment
déterminons comment. Je sais que vous permettez d'aller dans 140 universités dans 80 pays dans le monde. Comment se fait le choix? J'imagine que tout le monde, j'imagine qu'il y a certaines destinations, et c'est le cas, on le sait bien dans les écoles, qui sont demandées plus que d'autres. Sur quels critères vous voyez, posez des questions que vous pouvez vraiment vous poser, qui est véritable, dont on ne trouve pas facilement les réponses sur les sites, même sur Planète Grande École, on n'a peut-être pas toujours ces réponses-là pour toutes les écoles, parce que c'est vraiment des trucs d'élèves dans l'école. Exactement. C'est vraiment Et des ça, questions. c'est des très bonnes questions. Non, je dis, c'est une question très personnelle. En fait, c'est une question qui doit peut-être venir se poser très logiquement à la fin de votre démonstration, parce que c'est une démonstration, c'est un oral. Et voilà, bah, concrètement, bah, moi je pense que vous pouvez aussi, pourquoi pas vous. Évidemment, il faut absolument, en tout cas c'est mon avis, c'est que je pense qu'il faut vraiment poser une question ou rajouter un élément. Vous pouvez pas dire non à la perche qu'on vous tend tout à la fin. Oui, je préfère quand même, mais à condition d'avoir préparé, comme je dis. Sauf si Sauf c'est ça bien. apporte des points. Voilà, sauf si c'est vraiment pas du tout habile. Par contre, moi, je pense que essayez de vous poser des questions, mais concrètement, on sort d'un an et demi de Covid. Vous avez vu dans les écoles qu'il y a des cours à distance, qu'il n'y a plus trop de vie associative, où c'est vachement réduit, que les écoles, elles ont eu des nouvelles problématiques. Est-ce que vous n'iriez pas, vous aussi, creuser un petit peu, voilà, bah, concrètement, voilà, bah, j'ai vu qu'il y a le Covid. Vous, comment vous avez réagi en tant qu'école par rapport au Covid? Comment ça se passe vraiment la vie associative? Parce que ça, c'est pas des infos qui sont sur le site des écoles. Non. Vous voyez, comme vite fait Ou par-ci vous, en par-là. tant que prof, ou vous, en tant que prof, vous dites, si vous me permettez, je vais poser la question à madame la professeure, comment dans votre cours, est-ce que ça vous a fait évoluer, de quelle manière, qu'est-ce qui a changé, l'approche du cours, l'approche de vos élèves, la préparation, ça c'est tout à fait intéressant, tu as raison, c'est des questions à vous d'y réfléchir. Vous pouvez aussi faire le lien avec l'entretien, c'est un peu plus difficile, mais c'est très mature. Tout à l'heure, vous m'avez dit que, dans l'entretien, tout à l'heure, madame, vous m'avez dit que, ou monsieur, vous avez précisé tel point, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, est-ce que vous pouvez expliquer? Ça c'est top, ça c'est top. Et bien sûr, pas de questions sur l'entretien. Parce que parfois, moi j'ai des élèves que j'ai vu en entretien, est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de mon entretien? Alors là, c'est catastrophique. Aucune question sur l'entretien, en aucun cas. D'accord. Autre question peut-être du même type, le temps passe, moi j'ai le temps, mais on a encore beaucoup de monde. Avez-vous quelque chose à ajouter? J'imagine, Benjamin, que tu as vu ça dans les entretiens. À la fin de l'entretien, question très banale, très sympa du jury. Avez-vous quelque chose à ajouter? OK. Alors, vous n'êtes pas obligé, comme dirait Benjamin, je suis d'accord, de quelque chose à ajouter de positif qui marque des points, faites-le. Si l'entretien s'est déjà bien passé ou très bien passé à vos yeux, c'est peut-être pas la peine de rajouter un thème ou de revenir sur un thème qui a été abordé, sauf à une condition, j'y reviendrai tout de suite après. Au minimum, vous ne terminez jamais l'entretien sans redire votre motivation. C'est impératif. Autant la première impression, tout à l'heure je parlais de la première impression est importante, la dernière est fondamentale. Donc, vous ne finissez pas sans dire avec vos mots, pas les miens, vous avez compris. Je voudrais vous dire, écoutez, non, je vous remercie, je crois que j'ai pu bien me présenter, je vous remercie du temps de me consacrer, et je voulais vous redire à quel point l'EM Lyon, à quel point le SCP, Audencia, j'aimerais beaucoup vous rejoindre. Il y a un DF qui dit, j'espère vous revoir l'année prochaine à la rentrée, ce que vous voulez, la formule que vous voulez. Et surtout à distance. L'autre jour, je simulais un entretien avec un élève, je lui dis, bon, bah, l'entretien est terminé, vous pouvez raccrocher, les gars, il raccroche direct, il raccroche. Je déconne. Je l'appelle, je dis, oh, qu'est-ce que tu fous, on n'a pas fini. Il me dit, ah ben non, mais tu m'as dit déconnecter. Donc, évidemment, vous dites votre motivation. Vous pouvez aussi revenir sur un moment de l'entretien si vous pensez qu'il s'est mal passé. Ça peut arriver. J'ai un exemple dans mon bouquin, et du coup, je m'excuse, j'en ai d'autres, mais celui-là me revient à l'esprit. Une élève qui s'était mal exprimée, qui avait laissé entendre que selon elle, en gros, elle avait dit presque comme ça, de manière très choquante. Ouais, mais en gros, les chômeurs, ils profitent des allocations et en fait, ils ne cherchent pas de boulot. En venant d'une élève de 18 ou 19 ans ou 20 ans avec 3 professionnels, de façon manière générale, c'est difficile à entendre. Et elle a eu la finesse de revenir dessus. Tout à l'heure, quand on a parlé du chômage, je pense que je me suis mal exprimé. J'ai senti que ça vous a déplu et vraiment, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. D'ailleurs, j'ai un oncle qui… C'est hyper lucide de sa part. Elle est revenue sur l'entretien, c'était mature. Alors évidemment, ne faites pas exprès de vous planter sur un truc pour revenir à la fin dessus. Ce n'est pas une bonne idée. Mais vous pouvez, bien entendu, voulez-vous ajouter quelque chose, faire référence à l'entretien, s'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, ça vous paraît utile. Une fois que vous avez bien parlé de vos thèmes, ne revenez pas dessus. Si vous avez, moi je dis, il faut hiérarchiser vos thèmes. Vous avez quelques très gros thèmes, vous dites ça, ces deux-là, j'en parle, c'est sûr. Et puis certains un peu moins importants, et d'autres pas du tout. On ne sait jamais. Ne sortez pas un thème un peu pourri qui ne sert pas à grand-chose. Si votre entretien s'est bien passé, il ne faut pas en mettre une couche, ça ne sert à rien. Mais au minimum, la motivation. Et même si on ne vous demande pas un mot supplémentaire pour conclure, vous-même vous prenez la parole pour dire je vous remercie et je vous redis à quelqu'un. C'est très important. Si quand vous sortez, il y en a un qui dit à l'autre, donc elle en veut, elle, hein, il est motivé, hop, vous avez pris 2 points. Et 2 points, coefficient 10, hein, faites le calcul en nombre de places. Vous allez voir. Non, mais c'est très important, ces questions de la fin. Bon, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais posées. Je ne sais pas si on a Moi, encore. j'en ai une qui a été posée, Benjamin, 2 fois, et je ne sais pas de quoi il s'agit.
Je m'excuse, Séverine, on va finir là-dessus. J'ai vu 2 fois la question. À quelle fréquence faut-il faire le lien avec passé, présent, futur? Le lien passé, présent, futur. Alors, c'est peut-être une méthode, je ne la connais pas du tout. Moi, j'en parle pas du tout. Je vous dis, l'entretien n'est pas une science exacte. Passé, donc qui je suis aujourd'hui et qui je vais être plus tard, j'imagine que c'est ça, passé, présent, futur. Je ne connais pas cette méthode, je ne sais pas, il faut être naturel et spontané. Donc, je ne peux pas vous en parler, c'est sans doute très efficace, mais quand on me dit, j'ai lu qu'il fallait faire des liens passé, présent, futur pour chaque réponse. Non, nulle part, on vous dira, il faut toujours faire quelque chose pour chaque réponse. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de méthode. Et à quelle fréquence faire le lien passé, présent, futur? Au-delà du fait que cette méthode-là, je ne la connais pas particulièrement, même si je vois ce que ça veut dire, il n'y a pas de règle. Moi, je vous dis d'être concret, de marquer les jurys, de raconter des histoires, ça, c'est un point fort, il faut le faire. Mais la même question n'appelle pas la même réponse selon qu'elle est posée au début ou à la fin de l'entretien. Non, c'est clair. Donc, il n'y a pas de règle. Bien sûr, il y a j'ai préparé, je connais mon projet pro, j'ai réfléchi, je connais parfaitement l'école. Mes thèmes personnels, je sais en parler, je sais les valoriser. Il faut valoriser vos thèmes, parce qu'on va finir là-dessus. J'ai des élèves, par exemple, je vais reprendre l'exemple du scoutisme, parce qu'il se trouve que j'ai été très, très présent dans les fédérations de scoutisme pendant longtemps, donc ou des candidats qui vous disent, oui, pour moi, le scoutisme, j'ai été pendant 10 ans, depuis 2 ans, je suis animateur. Et moi, je fais exprès de poser une question quand c'est en préparation, pas en entretien, parce que je ne suis pas vache. Alors, le scoutisme? Ou alors quelqu'un qui fait de l'équitation, de la danse, ou qui a un centre d'intérêt très fort. Alors la danse. Et là, je vois les élèves, ils sont emmerdés parce qu'ils ont tellement de trucs à dire qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Donc ça se prépare, tout en restant spontané, tout en restant naturel. Préparez d'avance sur vos thèmes ce que vous allez en dire. Vous allez préparer beaucoup trop. Un bon entretien, vous allez préparer de quoi parler pendant 1 heure et demie. Vous aurez trop de choses. Mais au moins, à chaque fois que vous prenez la parole, c'est mon objectif, c'est que vous soyez en confiance. Vous êtes en confiance, vous avez à peu près bien préparé. On voit bien qu'il y a peu de surprises. La présentation va vous le demander. Parler de vous, vous allez le faire. Parler de l'école, parler du projet pro, vraisemblablement l'actualité. Et on n'a pas eu le temps, on fera ça une autre fois. Les questions à la con, les questions rigolotes, saugrenues, vous appelez questions pièges, les jurys ne cherchent pas à vous piéger. Et les modalités d'entretien des écoles, on en parlera sans doute au mois de mai. Mais de toute façon, si vous êtes le centre. Donc, si vous préparez déjà ces 4 grands points, plus la présentation, il ne peut pas vous arriver de difficultés. Et vous visez le 16, j'en suis sûr. Je vous laisse conclure, Benjamin et Séverine. Benjamin. Moi, juste en 30 secondes, merci d'avoir écouté et pris de ce temps-là en pleine préparation des écrits. Parce que évidemment que là, on parle des oraux parce que ça va venir, mais qu'avant, il y aura les écrits. Donc, continuez bien sûr à vous préparer. Petit rappel au passage, nous, on donne toujours des cours particuliers gratuits sur Mister Prépa. Donc, vous allez sur le site de misterprepa.net. Ça s'appelle la Mister Préparation. C'est directement affiché. Là, on est à 275 heures de cours particuliers gratuites. Nous, on fait ça pour vous aider avec grand plaisir. Donc, voilà, réservez vos créneaux, que ce soit en maths, en philo, en éco, peu importe. L'idée, c'est vraiment de vous aider. Et une fois que ça sera fini, vous allez prendre une semaine de repos. C'est ce qu'on fait tout le temps après les écrits. Vous allez être un petit peu, soit vous allez vous reposer parce que vous serez exténué des écrits, soit vous partir en vacances, peu importe. Et après, à partir du 20-25 mai, vous allez recommencer à revenir dans les prépas, à préparer vos oraux, etc. Donc voilà, chaque chose en son temps. Nous, on refera très certainement un live, comme le disait Olivier, axé sur les écoles, parce que chaque école a ses spécificités en termes d'oral. Là, c'était des conseils très généraux. Mais voilà. Avec plaisir, avec plaisir. N'oubliez pas de télécharger l'extrait. Voilà, donc je voulais 24 pages quand même. Voilà, je tenais à vous remercier d'abord pour votre enthousiasme et votre passion. Je pense au vu de la façon dont ce live a été suivi, les gens n'ont pas décroché, que vous avez su faire partager. Non, tu as fait un bon duo avec Benjamin, c'était sympa, je trouve. C'était super. Et en tout cas, nous avons excédé les temps prévus, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, comme vient de le dire Olivier, vous pouvez télécharger un extrait de son ouvrage où vous retrouverez sa verve et son enthousiasme. Mille merci à Benjamin et à Mister Prépa qui font un excellent travail pour venir. Et surtout, on vous souhaite à tous beaucoup de courage, plein de succès dans ces concours. Nous sommes tous les 3 passés par là, donc on parle en connaissance de cause. Et à très bientôt. Et sachez que ce très long live, vous pourrez le voir en replay, le partager. Oui, partagez-le dans le prépa, je pense qu'on a dit pas mal. Et l'extrait aussi pourra être récupéré pour les autres personnes. Et puis, vous pouvez nous suivre sur la chaîne YouTube Édition Nathan. Je fais un peu de pub. À très bientôt. Un petit peu de pub avant de partir. Allez, quand vous réussirez, vous verrez que dans les prépas, vous en parlerez avec plaisir.
Vous pouvez obtenir 16 aux entretiens et c'est tout. Absolument. Tout le monde peut obtenir un 16 aux entretiens en travaillant et en préparant, parce que ça se prépare, et en restant spontané et sincère. Et vous trouverez plein d'infos aussi sur Mister Prépa et Planète Grande École qui vont vraiment vous aider, hein. Ça n'existait pas avant, il n'y avait pas autant d'infos comme ça et autant d'aide, donc vraiment tirez-en parti au maximum. Et vous verrez que d'ici peu, les années prépa, ce sera des années de rêve quand vous en parlerez, parce qu'en même temps, c'est aussi les belles années quand même, hein, je pense, même si un peu difficile à mon avis l'année dernière à cause du virus et cette année. À bientôt, merci de votre confiance à Nathan et à Benjamin, et à très bientôt. Salut. Au revoir. Salut, au revoir.